Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de France Télévisions, sur France.tv, sur France 3 Normandie pour suivre la Polynormande édition 2025, la 45e du nom, avec à mes côtés pour vous commenter cette course, la 15e du calendrier de la Coupe de France, Cédric Delaplace. Bonjour Cédric. Bonjour Boris. Cédric, champion de France amateur. Mais aussi plusieurs fois participant à la Polynormande. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de la courir à 2 reprises. En 2013, l'année où j'avais été titré au championnat de France amateur, et l'année suivante en 2014. Donc à l'époque, c'était en équipe de France pour le coup, et j'en garde de bons souvenirs. C'est une course en plus, moi qui suis local de l'étape, Voilà. qui fait forcément plaisir. On a toujours à cœur de bien faire, et c'est vrai que pour commenter la course, ça va être un peu plus simple de dire un peu mon recul de coureur. Exactement, et ces petites routes du Sud-Manche, vous les connaissez par cœur. Oui, là justement, ils abordent actuellement les 11 coureurs de tête. Ils abordent la côte de la vallée, donc la principale difficulté de la journée. Ensuite, ils enchaînent avec la pigeonnière, la fameuse pigeonnière. Et ensuite, le reste du circuit, c'est essentiellement des petites routes qui tournent un peu dans tous les sens. Et on vient rejoindre le long faux plat d'arrivée qui fait également très mal. Alors il est 14h30 passé de quelques instants, mais les coureurs, eux, sont partis déjà depuis plus de 2 heures. Le départ était donné place Carnot à Avranches pour 15 minutes environ de parcours fictif avec 2 boucles au sein de la ville avant de partir sur les petites routes de campagne, de passer par Isigny-le-Buat, la côte des Biards, et ensuite d'arriver ici sur ce circuit final à parcourir 11 fois un circuit de 12,5 km. Il y a d'abord eu 3 échappées on va dire d'équipes de seconde zone, on peut les appeler comme ça, même si on ne va pas leur jeter la pierre. Et ensuite, eh bien, ça c'est aux alentours du 2e ou 3e passage sur la ligne d'arrivée. Les décathlons AG2R ont accéléré avec notamment l'Ornais Nicolas Prodhomme. Les échappés ont été repris et un groupe de contre s'est formé. Il y a d'abord eu Louis Roulant qui est parti seul en tête, rejoint par 5 coureurs, puis 5 autres. Ils sont donc 11 à l'avant, 11 dont 3 Normands, dont un que vous connaissez très bien, Cédric. Tout à fait, on va essayer de rester objectif. Votre frère Anthony. Et le plus neutre possible, mais voilà, Anthony, pour bien le connaître, comme c'est le grand frère, a particulièrement à cœur de briller aujourd'hui, et là il a les conditions qui l'avantagent. Il aime les courses en circuit difficiles, d'autant plus quand il y a un petit peu la chaleur comme aujourd'hui. En plus avec tout son public, il est un peu porté, donc forcément quand Anthony a à cœur. En plus il est dans une plutôt bonne forme, il sort des critériums d'après-tour, et il le connaît parfaitement, il connaît parfaitement cette course. Il l'a gagné en 2011, et l'an passé il fait encore 6e, donc c'est vrai qu'il est souvent présent à l'avant, et il aime ce genre de course qui part justement un peu débridé, un peu à l'image des amateurs, des courses qui sont voilà, décousues. Le vélo un petit peu moderne comme on l'aime, et voilà, c'est parti assez rapidement. Comme vous disiez Boris, il y avait 3 coureurs à l'avant, c'était plus ou moins contrôlé, et ensuite Décathlon AG2R a mis le feu, et nous avons retrouvé voilà, les 11 coureurs à l'avant, 3 Arkea à l'avant, donc voilà, Anthony est bien épaulé par ses collègues. Ensuite on a 2 Saint-Michel-Aubert et puis Paul Lapéra. Paul Lapéra surtout, ouais, la bête noire, je pense que ça va être le favori du jour. D'autant plus qu'il a gagné la 2e étape du Tour de Pologne récemment. Voilà, il est à domicile, il évolue dans son jardin presque. Il a gagné l'an passé 2 fois. En fait, il a gagné la Polynormande et le titre de champion de France au même endroit. Donc je pense que c'est vraiment l'homme du jour. Donc il semble assez bien parti. En tout cas, il est devant, il a un coéquipier avec lui, en l'occurrence Noah Isidore. Donc pour l'instant, il est, on va dire, dans un fauteuil. Il faudra voir aussi comment il a récupéré, parce qu'il a chuté et s'est fracturé les côtes, notamment quand il était leader du Tour de Pologne la semaine dernière. Là, c'est le peloton, et on voit à sa tête une équipe qui s'est fait piéger parce qu'elle n'est pas représentée à l'avant. C'est la Cofidis, et ça va pas être simple pour eux de revenir, même si ils ont grappillé une trentaine de secondes sur les échappés. Il y a eu environ 1 minute au plus fort de l'avance des hommes de tête. Les Cofidis qui font pas une saison terrible, il faut bien le reconnaître, et qui ont
malheureusement manqué le coche, alors que toutes les grosses équipes sont représentées à l'avant. On le disait, Décathlon AG2R la mondiale avec Paul Lapera et Noah Isidore. Il y a également la Groupama FDJ avec Lorenzo Germani. Il y a donc l'équipe la plus représentée, c'est Arkea BNB Hotel avec Anthony Delaplace, Louis Roulant et Léandre Lozoué. Total Energy a réussi à placer Valentin Retailleau à l'avant. Et puis nous avons, vous le disiez, deux représentants de la formation Saint-Michel-Aubert, en l'occurrence Nicolas Broyard et Thomas Champion. Un membre de l'équipe Wagner-Bazin, il s'agit de Victor Papon. Et puis le seul étranger, il y a deux étrangers, il y a Lorenzo Germani pour la Groupama FDJ qui est italien, et il y a un autre italien, encore un Lorenzo, c'est Lorenzo Forti, et lui il défend les couleurs de l'équipe VF Bardiani Faisane, une équipe qui n'avait que 6 coureurs au départ aujourd'hui. On pouvait en avoir jusqu'à 7, mais toutes les formations n'ont pas 7 coureurs alignés aujourd'hui. On voyait à l'instant les Cofidis, les 5 Cofidis qui faisaient le forcing pour revenir. Ils ont grappillé 30 secondes et ils se rapprochent constamment de l'échappée de 11. Il y a 23 maintenant, hein. Ça va vite quand même. D'autant plus qu'ils ont abordé la côte de la Pigeonnière et là c'est un vrai bras de fer. Donc les hommes de tête se retournent et savent très bien que la menace vient de derrière. Et ça va être à double tranchant. Soit Cofidis rentre et là les cartes sont redistribuées, regroupement général. Et pour le coup, si Cofidis vient à flancher, l'échappée reprendra du large et ira au bout. Et il y a des équipes de toute façon, alors même si certains leaders sont à l'avant, on peut penser à Paul Lapera, tenant du titre, hein, on peut penser également à Anthony Delaplace qui est là avec les 3 membres de l'équipe Arkea, mais il y a encore du monde derrière, hein, Décathlon AG2R. Il y a Nicolas Prodhomme, l'Ornais, qui réalise une saison incroyable avec 4 succès. Il n'avait encore jamais gagné de sa carrière, le voilà avec 4 succès cette année, dont un sur le Tour d'Italie. Et puis il y a pour la Groupama FDJ Valentin Madouas, déjà vainqueur ici de la Polynormande et qui connaît parfaitement les routes du Sud-Manche. Et puis chez Total Energy, on a encore Émilien Janière. Émilien Janière, la Polynormande, il l'a véritablement coché cette saison. Pourquoi Eh bien parce que nous sommes dans une classique estampillée Coupe de France et eh bien, le top 5 n'est pas là, n'est pas représenté aujourd'hui. Dans le top 5 de la Coupe de France, il y a je vais retrouver Clément Venturini. Clément Venturini qui a couru le circuit franco-belge avant-hier et qui n'est pas là aujourd'hui. Il a fait l'impasse, tout comme son dauphin, Guillaume Martin, qui est en train de se préserver pour la Vuelta, se préparer pour la Vuelta. Il avait une sortie de 5 heures à faire aujourd'hui, Guillaume, on le salue. Et puis il y en a d'autres également qui ne sont pas là. Les 5 premiers du classement général donc, de la Coupe de France ne sont pas là. Et Émilien Janière, lui, est 6e. En cas de victoire, il prendrait tout simplement la tête du classement général. Alors qu'on voit qu'à l'avant, ce sont les Décathlon AG2R qui roulent. Forcément, ils sont en surnombre. Ils sont 2. Qui est-ce qui roule? C'est Noah Isidore hein, qui roule. Paul Lapera, pour l'instant, reste bien derrière. Et côté Arkea, Noah Isidore qui a justement déclenché l'échappée. C'est vrai qu'il a mis une grosse attaque dans la Pigeonnière et ensuite voilà, il y a eu, comme vous disiez tout à l'heure, 5 coureurs puis 6 qui sont rentrés dans un deuxième temps et depuis l'entente est plus que bonne, hein. Ils savent qu'ils ont tout à y gagner, d'autant plus que voilà, il y a des forces en présence. Il y a 2 Décathlon AG2R avec forcément Paul Lapera en gros favori, 3 Arkea, donc c'est pareil, hein, ils composent essentiellement l'échappée, puis les 2 Saint-Michel-Aubert qui vont bien défendre leurs armes et ensuite les individualités collaborent forcément. Ils ont tout intérêt à ce que l'échappée aille au bout et pour l'instant les grands piégés c'est Cofidis qui continue de batailler, qui plafonne pour l'instant à 33 secondes, donc ils ont reperdu une dizaine de secondes. Donc pour l'instant à un peu plus d'une heure de l'arrivée tout reste à jouer et là c'est le grand combat, le grand bras de fer. Sur les petites routes on voit bien l'ambiance est parfaite, hein, tout le monde collabore. Ensuite ils vont reprendre la grande ligne droite d'arrivée, le fameux faux plat que je vous parlais tout à l'heure avec la ligne droite d'arrivée finale et tout reste à jouer. On le voit sur le bas-côté, les champs de maïs, il y a un peu de vent aujourd'hui hein.
On voit effectivement, j'ai pas regardé, il doit y avoir 20-25 km/h devant. Donc ça ouais, c'est légèrement défavorable. C'est un petit peu défavorable, d'autant plus on voyait tout à l'heure sur la ligne droite d'arrivée, il y a un petit vent défavorable. Donc voilà, en cas d'arrivée au sprint, il faudra déclencher le sprint au tout dernier moment pour rester le plus abrité possible. Ouais. Et vous parliez de Noah Isidore, c'est sa première véritable saison chez les pros, en tout cas dans le grand bain, mais qui n'a que 20 ans seulement, alors bientôt 21, il est du 17 septembre, ce sera pour bientôt. Il a quand même participé à la Polynormande l'année dernière, il avait terminé 47e. Et c'est un des futurs grands du cyclisme français. Il fait partie de cette nouvelle génération de coureurs. Alors que là, on a le palmarès de la Polynormande. Un joli petit palmarès. Et on voit que Paul Lapéra est là. Valentin Madouas est là également. Les autres, non. C'est franco-belge, oui. Franco-belge, exactement. Et voilà, il y a également Anthony qui l'avait gagné. Il montre pas. C'était juste avant, Anthony de la Place. En 2011. Ouais. Voilà, mais on voit ça commence à remonter, c'est pour ça. C'est vrai, ouais, il faut qu'il réitère l'exploit. Ah bah c'est aujourd'hui ou jamais. Exactement. Il a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison après une belle carrière. Ouais. Une très très belle carrière pour Anthony et qui est le seul coureur à avoir remporté et Paris-Camembert et la Polynormande et le Tour de Normandie, toutes les courses normandes. Et le duo normand également. Et le duo normand, voilà. Il a fait un 4 sur 4 des courses normandes professionnelles. Donc non, forcément une 16e saison qui va clôturer là au Tour de Vendée théoriquement. Donc forcément, en plus Anthony a eu plus le rôle d'équipier sur les grosses courses Pro Tour et autres. Mais ce genre de courses en Coupe de France, c'est des courses qu'il affectionne et qui sont ouvertes à tous. Aujourd'hui, l'équipe Arkea n'a pas de leader unique. Ils sont tous co-leaders ou équipiers de luxe, mais voilà, la carte est chacun a sa carte à jouer et on voit justement il est accompagné avec Léandre Lozoué qui connaît très bien forcément un autre manchois. Ils sont 3 manchois dans cette échappée, Anthony, Léandre et qu'on voit à l'écran, Paul Lapéra, le vainqueur sortant. Et Léandre Lozoué qui lui aussi est un bon petit coureur normand en devenir, encore un manchois d'ailleurs. Un jeune qui ne fait que progresser, qui est actuellement encore espoir et c'est un très bon coureur qui est essentiellement sur les courses d'un jour, il tire son épingle du jeu. Et un petit focus sur ces coureurs de Saint-Michel, qui est une équipe qui reste toujours, on va dire, en 2e division française, mais qui est toujours là depuis de nombreuses années. Qui a pris le relais de l'équipe qui était très en vue lors des années 90, qui était Big Mat Aubert. Saint-Michel-Aubert, c'est une équipe que l'on a l'habitude de voir sur ces courses de Coupe de France ou sur, on va dire, les courses un peu de 2e catégorie, comme par exemple pouvait l'être le Tour de Normandie. Oui, tout à fait. C'est vrai que les coureurs de Saint-Michel-Aubert ont toujours couru sous les 2 échelons. Comme ils évoluent en 2e division au niveau professionnel, ils sont parfois confrontés à des coureurs amateurs tels que le Tour de Bretagne, anciennement le Tour de Normandie, le Tour d'Alsace, le Rhône-Alpes Isère Tour, des courses comme ça. Et pour eux, pour le coup, ça reste des courses et une belle opportunité d'aller s'imposer et espérer pour les coureurs de l'équipe d'évoluer au niveau au-dessus, pourquoi pas en World Tour ou en Continental Pro. Voilà, les coureurs de tête, les 11 coureurs de tête qui maintiennent quand même une trentaine de secondes d'avance. Alors il va falloir peut-être augmenter ça parce que c'est pas un matelas assez confortable, Cédric, pour pouvoir... Ah oui, d'ailleurs on voit le peloton juste derrière, là. Il y a 200 mètres d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Ouais, alors ça écrase un petit peu, oui. C'est vrai qu'à la caméra, mais effectivement 26 secondes actuellement, c'est trop peu pour dire voilà, on peut se permettre de relâcher. C'est pas le cas, justement, on les voit, ils appuient fort leur relais. Ils savent que le tournant de la course est décisif, c'est maintenant que ça va jouer. Et Cofidis ne lâche rien, ils sont un petit peu moins nombreux à rouler que tout à l'heure. Oui. On en aperçoit 4, dont 2 qui essayent de... Et il y a également CIC Nantes qui fait le forcing. D'ailleurs, on voit que ça roule énormément vite dans le peloton puisqu'il y a énormément d'écrémage. Ils étaient 111 au départ ce matin et là, à vue de nez, ils doivent être une bonne cinquantaine, pas tellement plus. Donc ce circuit, pour l'avoir couru de la Polynormande, est extrêmement éprouvant. Il n'y a finalement pas de phase de répit.
entre la ligne droite d'arrivée avec le vent défavorable, les petites routes, les relances et les 2 côtes à venir, ça fait extrêmement mal aux jambes. Ouais. Pour en parler, rien que d'en parler, j'en ai mal aux jambes. Et c'est pour ça que ça s'appelle la polynormande d'ailleurs. Poly parce que polymultiplié. Et on change de braquet tout le temps pour pouvoir relancer, faire les montées. On voit qu'on s'asperge aussi pas mal d'eau parce que on n'est pas loin des 30 degrés là, quand même pour eux qui sont en plein soleil. C'est la grosse chaleur, presque la canicule manchoise, je dirais. C'est ça, on est dans la glacière de la France, mais bon, pour ici c'est un peu chaud. Il fait quand même bon, il fait très bon aujourd'hui sur le parcours. Du reste, il fait souvent bon. Hein. Bon, on est aux alentours du week-end du 15 août toujours pour la polynormande, alors qu'on voit passer à côté de nous, parce que nous sommes sur un camion de retransmission juste à côté de la ligne d'arrivée. On voit passer une trentaine de coureurs lâchés. C'est l'écrémage par l'arrière, souvent sur la polynormande d'ailleurs. Hein. C'est celui qui tient, mais c'est celui qui ne lâche pas. Passer la mi-course, généralement, on sent les jambes, les organismes qui commencent vraiment à fatiguer. D'autant plus, la petite chaleur. Bon, les coureurs sont habitués. La plupart sortent soit à la fois du Tour de France. Et il y en a pour la plupart qui sont en phase de reprise. Donc, c'est vrai qu'un peu tous les coureurs sont confrontés ici sur cette Coupe de France. Il y a eu les critériums d'après-tour aussi. Voilà, les organismes sont un petit peu éprouvés. Et ensuite, il y en a pour la plupart qui vont enchaîner avec le Tour du Limousin qui débute mardi prochain. Donc, voilà. Une autre chance de se racheter, et voilà, si on loupe la poly, on peut éventuellement se rattraper dès mardi sur le Tour de Limousin. Cofidis roule pour essayer de rattraper 11 échappés à l'avant depuis une vingtaine de kilomètres désormais. Parmi eux, le tenant du titre, Paul Lapera, accompagné par son coéquipier de décathlon AG2R La Mondiale, Noah Isidore. 3 coureurs de la formation Arkea BNB Hotel, Anthony Delaplace, lui aussi vainqueur en 2011 de la polynormande, Léandre Lozoué et Louis Roulant. On trouve avec eux le coureur de Total Energy, Valentin Retailleau. On trouve également Lorenzo Germani, l'italien de la Groupama FDJ, un autre italien, Lorenzo Conforti de l'équipe VF Group Bardiani Faisane. Victor Papon, lui, il est là pour l'équipe Wagner-Bazin. Et puis un duo en maillot orange et vert que l'on voit actuellement en tête de la course, Nicolas Broyard et Thomas Champion. Les coureurs viennent juste d'aborder la petite route. Justement, le placement est primordial sur cette route. On peut être à 4, 5 maximum de front et on vient plonger dans la grande descente, la grande descente du circuit. Et aussitôt, on a une épingle, on va voir tout à l'heure à gauche. Et là, on aborde aussitôt la côte de la vallée. C'est vraiment la côte la plus difficile. Et là, je pense qu'honnêtement, 20 secondes au pied, si quelqu'un est assez solide pour faire le saut. D'ailleurs, je vois bien un Cofidis attaquer, lancer les hostilités et essayer de retourner le match. Alors, on va prendre les paris. Qui pourrait attaquer du côté de Cofidis? On a déjà vu tout à l'heure une tentative de départ. Pour moi, on va dire Sylvain Moniquet, parce que je vois des coureurs comme Nicolas De Beaumarchais, des très beaux coureurs qui se mettent à la planche. Sinon, j'ai le droit à 2. À 2, allez, on va dire Jonathan Lastra, également l'Espagnol, qui peut lancer les hostilités et qui a également un très bon puncher. Chez Cofidis, qui n'est pas venu avec sa plus grosse équipe. Non. Il faut dire qu'ils étaient sur le Tour de France aussi il y a quelques semaines de ça. Et il y a finalement peu de coureurs qui ont participé au Tour de France qu'on retrouve aujourd'hui sur la polynormande, hormis Valentin Madouas par exemple, qui lui, on le sait, a toujours envie d'être là. Et alors, pour la petite histoire, je connais très bien Valentin. J'ai couru avec lui au Brest-Tiroise cyclisme à l'époque. Et ses beaux-parents sont juste à côté d'Avranches, le Val-Saint-Père. Et sa compagne est également présente. Donc je pense qu'il a à cœur de briller forcément aujourd'hui chez les beaux-parents. C'est le plus breton des Normands. Exactement. Non, le plus normand des Bretons. Ouais, voilà, c'est plutôt dans l'inverse. C'est plus ça. Il va mal le prendre s'il entend ça. C'est vrai. Valentin Madouas, qui y a un petit peu plus d'un an, porté haut les couleurs bleu, blanc, rouge sur le podium des JO de Paris, avec une formidable deuxième place pour lui derrière Remco. J'y étais, j'en ai encore les frissons. C'était un moment de sa carrière, je pense qu'il reconnaîtra peut-être jamais ça, mais surtout en France, à Paris. C'était assez exceptionnel déjà d'y participer, d'autant plus d'aller faire deuxième. Ils avaient fait 2 et 3e ce jour-là, donc assez exceptionnel. Avec Laporte qui avait pris la 3e place, sacrée course des Français.
Alors qu'on a perdu Retailleau à l'avant. Un coureur en moins, j'ai l'impression. Hein. Et puis, ou alors peut-être que Victor ce sont... Papon également Victor vient Papon. d'être distancé. Ouais, il reste plus que 9 coureurs. Et voilà, Le ça forcing part est de fait. la Cofidis. On se dit que c'est maintenant. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est Jonathan Lastra ou Sylvain Moniquet? Ou alors ni l'un ni l'autre? Aussitôt contré par un Total Énergie, j'ai l'impression. Ouais. Étant donné qu'il y en a un qui a lâché à l'avant, en l'occurrence Retailleau. On parlait tout à l'heure d'Emilien Janière qui a un gros coup à faire. Ouais, ils sont vraiment pas Ah loin, oui, là, ils sont 8 secondes. C'est le moment clé, vraiment. Là, ça redescend légèrement et ensuite ils reprennent le virage à gauche qui les emmène au pied de la pigeonnière. La pigeonnière, finalement, alors il y a énormément de monde, c'est un peu l'endroit clé au niveau du positionnement pour les spectateurs, mais c'est pas l'endroit qui fait forcément le plus mal. Mais là, s'ils ont vraiment le saut, on appelle ça, voilà, s'ils peuvent faire le saut, c'est maintenant ou jamais. On voit que l'entente n'est pas très bonne sur les 4-5 coureurs qui viennent de sortir à l'instant. Voilà, d'autant plus qu'il y a des coureurs qui ont des équipés devant, donc dans ces cas-là, ils ne peuvent pas rouler pour ramener d'autres coureurs. Là, en tout cas, maintenant, les Cofidis vont trouver des alliés de circonstance avec les Total Énergie, puisqu'il n'y en a plus à l'avant. Il n'y a plus non plus de pensionnaires de l'équipe Wagner-Bazin. Et là, on voit qu'ils étaient revenus à aller une centaine de mètres, mais finalement, les hommes de tête reprennent un peu d'avance. Ouais. On n'a plus forcément les le écarts. fameux virage à gauche et aussitôt la relance. La pigeonnière qui dure 400 mètres à peu près, mais voilà, quand on a enchaîné la côte des vallées juste avant, ça fait vraiment très mal. Et là, l'entente est juste parfaite entre les 9 hommes de tête. Et derrière, ça s'est un peu enterré. Hein. À quoi que ça arrive, 4 coureurs. J'ai l'impression il y a Valentin Madouas juste derrière. Oh là, oui, le peloton est même derrière. Il y aurait bien Madouas. Il y a aussi un coureur de la Décathlon AG2R. Et ce Nicolas Prodhomme, ça m'avait pas l'air de ressembler à Nicolas Prodhomme, parce que c'était un marquage de l'équipe Décathlon AG2R qui a déjà 2 coureurs à l'avant, dont l'un des grands favoris, on le rappelle, Paul Lapera, lui qui n'a pas gagné encore cette année dans les épreuves Coupe de France, mais qui s'est imposé par ailleurs, on en parlait notamment sur le Tour de Pologne. En tout cas, il fait forte impression, Paul, en haut de la pigeonnière. Là, le haut vient juste d'être passé. Ensuite, il y a une portion de plat, mais voilà, il faut toujours relancer l'allure. Là, les 3 archéas ont très bien compris qu'il faut collaborer. Et pareil, les 2 Saint-Michel-Aubert. Paul Lapera, sa meilleure place pour l'instant, c'est au Tour du Finistère où il a terminé 14e. Voilà, l'an dernier, il avait remporté 3 courses du calendrier Coupe de France. Bon, cette année, il a été quand même bien gêné par des blessures, par des soucis de santé. D'ailleurs, il n'a pas fait le Tour de France non plus cette année. Il l'avait fait l'an dernier pour la première fois. Et on va assister. Les 4 coureurs sont en train de rentrer, ouais. Et je pense, là, ils ont les oreillettes. On voit Paul qui communique derrière. Il a un de ses coéquipiers qui est en train de rentrer. Un Cofidis, justement, c'est ce qu'on avait un peu annoncé, c'est que Cofidis allait tout mettre sur un homme pour qu'il puisse faire le saut à l'avant. J'aperçois à son style caractéristique, c'est Valentin et un 4e coureur de la Total. Alors là, je pense que plus personne ne va rouler derrière. Il y a toutes les grosses équipes. On voit que ça fait au départ. Ça fait rideau derrière, ça semble compliqué. Tout le monde a besoin de souffler. C'est vrai que les coureurs avaient 170 km et là ils ont 115 km dans les jambes, donc ça commence vraiment à piquer. Et là on voit que l'échappée quand même malgré tout relance l'allure. Donc finalement ça a switché avec 2 hommes qui viennent d'être repris et 4 qui viennent de rentrer. Et ça va les porter à 13 à l'avant. Et 13 on va dire sur ce genre de circuit c'est l'idéal, un petit groupe entre 10 et 15 coureurs qui s'entendent bien. Alors, de qui s'agit-il? Madouas donc. Il semblerait que c'est Alexandre Delettre peut-être. Alexandre Delettre. Et puis, eh bien si, c'est Nicolas Prodhomme. Alors là, ils ont placé 3 sacrés clients à l'avant, les Décathlon AG2R. Nicolas Prodhomme. Et puis donc Valentin Madouas. C'est bien Valentin. Et côté, c'est Delettre, Alexandre Delettre. Côté Total Énergie. Et le 21. Vous aviez raison, c'est Sylvain Moniquet. Sylvain Moniquet. Donc on a un peu tous les favoris qui vont se retrouver à l'avant. À 55 km de l'arrivée. Et là, c'est une nouvelle course qui va commencer. Un beau bras de fer Arkea avec 3 coureurs et 3 Décathlon AG2R également. Et pareil, la meilleure carte de la FDJ avec Valentin. Ah, il faut qu'il relance quand même. Pour venir, les derniers mètres sont difficiles à combler. C'est des fois les plus difficiles justement. Et l'enchaînement des courbes, des relances. Si on rentre pas, voilà. Si on garde pas le contact des roues des garçons devant,
en général, on se fatigue beaucoup plus et c'est quelque chose à jamais rentrer. Donc il faut être toujours au contact de celui qui est devant. Et donc il y a aussi deux Groupama FDJ devant, puisqu'il y avait Lorenzo Germani au départ. Et puis il y a toujours deux Saint-Michel, me semble-t-il. Oui, les deux Saint-Michel sont toujours là. Et champion. Nous n'avons pas l'écart, mais ils ont pris au moins 15 secondes. Ils ont 24 secondes d'avance. 24 hein. Ouais. 24 secondes d'avance. Alors vous ne l'avez pas à l'écran, mais moi je l'ai. 24 secondes d'avance sur le peloton, et il paraît peu probable que maintenant, derrière, on arrive à revenir, puisque toutes les équipes principales, on va dire les meilleures équipes, sont représentées à l'avant. Et les équipes de deuxième catégorie, hein, on va les appeler comme ça, Kern Pharma, CICU Nantes, je veux dire, Van Rysel Roubaix, Team Polti, Euskaltel, Wagner Bazin plus, Unibet Tietema Rockets, qui avait pourtant un coureur à l'avant au tout début de la course, ou encore Nice Métropole, My Vélo, et puis l'équipe U23 de Tudor. Toutes ces équipes-là n'ont pas forcément les moyens de lutter avec des coureurs d'aussi grande envergure devant. D'ailleurs, c'est l'UC Nantes Atlantique qui roule à l'arrière. Et qui a roulé aussi beaucoup tout à l'heure, tout à fait, pour aider la Cofidis à revenir, qui n'a pas réussi à placer un coureur dans le groupe de contre, contrairement donc à la Cofidis, qui a placé Moniquet. On voit l'écart qui remonte une trentaine de secondes. On verra au passage tout à l'heure sur la ligne, mais je pense que voilà, la bonne échappée figure là. Et s'il fallait faire le saut, c'était tout de suite maintenant. Et donc Émilien Jagnard a manqué le coche. Lui qui pouvait, en cas de victoire aujourd'hui, prendre la tête du classement général de la Coupe de France. Mais ce ne sera pas le cas pour le moment. Le classement général de la Coupe de France, on va s'y pencher. Justement, on le disait, Clément Venturini qui est en tête sans avoir remporté la moindre course pour l'instant, mais en étant le plus souvent mieux placé. Clément Venturini, lui, est donc en tête avec 173 points. Il devance Guillaume Martin, qui a remporté, lui, 2 courses, 2 épreuves, en l'occurrence la classique Grand Besançon, d'où le 18 avril, et le Tour du Jura le lendemain, pour un podium qui était identique, avec les mêmes coureurs les 2 jours. Le premier jour, Guillaume Martin Guyonnet devant José Manuel Dias de l'équipe de Burgos et Clément Berthet de Decathlon AG2R. Et le lendemain, Clément Berthet, il est monté d'une place sur le podium et a terminé deuxième. Clément Berthet, dont on a appris justement il y a quelques jours qu'il allait changer d'équipe. Il part de la Decathlon AG2R pour signer à la Groupama FDJ. Il va retrouver Guillaume Martin. Ah bah justement. C'est la pleine période justement là, des transferts. Donc de ce qu'on sait, voilà, il y en a qui sont dévoilés, il y a des choses de signer, et justement la Polynormande en est en plein dedans justement, et notamment il y a beaucoup de stagiaires professionnels, notamment notre champion de France amateur qui doit être présent ce matin au départ, et c'est l'opportunité pour ces coureurs là de se faire montrer, comme c'était le cas en équipe de France quand il y avait l'équipe de France. Voilà, on se met un petit peu la pression parce que c'est des genres de courses que les directeurs sportifs d'équipe pro regardent attentivement. Et on a toujours à cœur de bien faire. Là, cette période-là, août-septembre, c'est primordial pour signer un contrat. Comme on le sait, que les coureurs cyclistes signent des contrats de 1 an, 2 ans maximum, à part exception. On voit certains coureurs qui signent maintenant 4-5 ans, c'est assez exceptionnel. Oui, il y en a certains. Wout van Aert a signé. Exactement, il y en a, ils signent à vie presque. Oui, quasiment. Oui. Pogacar aussi, me semble-t-il, a un long contrat. Mais voilà, ça reste des exceptions à la règle. Mais voilà, il faut savoir que les coureurs cyclistes, voilà, arrivent régulièrement en fin de contrat, signent 1 an ou 2 seulement avec leur équipe, et voilà, des fois une mauvaise chute, une blessure, une saison un petit peu moins bien peut perturber et le faire qu'on ne re-signe pas derrière. On le voit aussi avec des coureurs de très bon calibre, on va en parler notamment puisque c'est lui qui a remporté la Coupe de France l'an dernier, c'est Benoît Cosnefroy qui vit des saisons un peu en dents de scie depuis quelques années, où il brille, ensuite une chute ou une maladie. Il avait été gêné aussi par des allergies au printemps. Cette année, il a commencé avec un peu de retard, avec une blessure au genou.
Il est revenu. Il est revenu fort. Il a gagné d'ailleurs. Ouais. Il a gagné notamment l'une des plus belles épreuves de cette Coupe de France, en l'occurrence le Grand Prix du Morbihan, sans doute avec le plateau le plus relevé depuis le début de la Coupe de France, devant Kevin Vauquelin et Clément Venturini. Benoît Cosnefroy, il avait aussi terminé deuxième des boucles de l'Aune, juste derrière Lewis Aski. Le jour de sa reprise d'ailleurs. Eh oui, exactement. Et donc il était bien. Et de nouveau à l'arrêt, Benoît malheureusement, au plus gros de ses regrets, ne peut pas être présent aujourd'hui. À cause d'une chute sur le Tour de Suisse. Oui. Tour de Suisse où Kevin Vauquelin, un autre Normand, a brillé en portant le maillot de leader jusqu'à la dernière journée. Et ce chrono où il l'a malheureusement perdu face à bien plus fort en tout cas que lui. Joao Almeida, le portugais de la formation UAE Emirates, qui lui a abandonné sur le Tour de France. Comme quoi, les destins parfois. Je pense que Joao Almeida, il aurait bien aimé continuer sur le Tour de France. Et Benoît Cosnefroy devait le faire, le Tour de France d'ailleurs. Il était prévu pour, et malheureusement cette blessure, cette chute, cette blessure au genou qui a vraiment du mal à se soigner. Et c'est pas sûr qu'il recourt. Épargné par les pépins, surtout cette saison. On verra s'il recourt en septembre. En tout cas, il va tout faire pour. Je crois qu'il a eu une intervention chirurgicale récemment. Mais voilà, Benoît est quelqu'un qui travaille dur à l'entraînement pour bien le connaître. Et j'espère vraiment pour lui qu'il va revenir au plus haut niveau et s'imposer encore une fois. Parce que dès qu'il revient, en général, il est au top de sa forme. Donc on va espérer tout le bien de Benoît pour cette fin septembre, voire début octobre. Il n'y a plus beaucoup d'écart. Il y a 15 secondes d'écart entre la tête de course et le peloton emmené par les CIC Nantes qui donne tout. C'est maintenant ou jamais. Il reste 50 km. Vous voyez sur l'image, il y a le groupe de tête. Et derrière, alors maintenant ça va être moins évident puisqu'il y a le virage du bourg de Saint-Martin-de-Landelle. Mais il y a les 200 mètres d'écart entre le groupe de tête et le peloton qui finalement n'a toujours pas lâché l'affaire. Mais ces coureurs-là à l'avant, ils en gardent un petit peu sous la pédale aussi. C'est ce que j'ai, ouais, voilà. Bon, faut pas se fier aux faciès, je pense que c'est dur pour tout le monde, mais là, ils sont dans l'optique de penser à préserver leur coup de pédale pour justement ressortir, s'extraire du groupe de tête. Ça va jouer généralement sur le dernier tour, à 2 tours de l'arrivée. Mais là, je pense qu'ils ont bien compris que le tournant de la course est plus ou moins fait, même s'ils ne lâchent pas. 15-20 secondes, c'est pas encore fini. Mais attention à pas trop se préserver. Après, étant donné qu'il y a 2 équipes qui ont 3 coureurs devant, ils vont certainement sacrifier 1 voire 2 coureurs pour leur meilleur élément. Et donc on le disait tout à l'heure, les 5 premiers du classement général de la Coupe de France ont fait l'impasse sur la Pauline normande. Clément Venturini, Guillaume Martin-Guillonnet, Bastien Tronchon, lui qui s'est imposé sur le Trobro-Léon cette saison, Benoît Cosnefroy, Christian Rodriguez, l'espagnol de la formation Arkea BNB, Emilien Janière, lui est là. Et en fait, finalement, sur le top 20 du classement de la Coupe de France, il n'y a que 3 coureurs qui sont présents aujourd'hui. Pas que ça diminue le niveau de ce rendez-vous du Sud-Manche, en cette période aussi qui est entre le Tour de France et le Tour d'Espagne, qui commencera la semaine prochaine. Il y a encore, on le disait, des beaux coureurs, des très bons coureurs, et on le voit dans le groupe de tête. La preuve avec 3 anciens vainqueurs désormais à l'avant. Paul Lapéra l'an dernier, également Valentin Madouas, et puis donc votre frère Anthony Delaplace. Non, faut pas que j'en parle trop, après on va me dire. Si on prononce trop de fois son nom, ça va lui porter la guigne peut-être. Exactement. Son prénom. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ça relance dans le groupe d'échappée. L'entente n'est pas si bonne que ça. Voilà, on voit, je crois que c'est Nicolas Brouillard qui relance les débats. Et on voyait la tension dans le peloton justement sur la ligne droite d'arrivée pour aborder cette petite route. C'est énormément tendu, même s'ils sont qu'une quarantaine dans le peloton, tout le monde veut aborder la petite route dans les 10-15 premiers au plus loin. Et puis les Saint-Michel, ils n'ont pas du tout intérêt à rester avec un groupe aussi important que cela, avec des équipes comme Arkea ou comme Decathlon qui sont déjà sur le papier plus fortes et qui là se retrouvent en supériorité numérique. Nous avons un Arkea qui vient de placer une attaque. Et un Groupama FDJ qui s'est aussi porté à l'avant. Et ça relance derrière. Alors attention à ne pas rouler comme ça trop en à-coup, si je peux dire. Il faut, jusque-là, l'entente était très bonne, mais là, il y en a certains qui veulent se dégager du groupe. Ceux qui ont des fourmis dans les jambes, je pense qu'ils
Là on arrive à 1 heure à peu près du terme. Ils vont rouler là actuellement, ils ont fait 41,5 de moyenne depuis le début de l'épreuve. En général ils accélèrent encore la dernière heure, les derniers jettent leur dernière cartouche. Pardon. Donc là ils abordent encore la fameuse côte de la vallée. Qui a été l'un des juges de paix du championnat de France l'année dernière, remporté par Paul Lapéra, prophète en son pays. Plus que ça, puisqu'il avait même remporté derrière la Polynormande avec son maillot de champion de France sur le dos. Ah, qu'est-ce que c'est Valentin Madouas. À l'allure on dirait. Ouais, et il a profité de l'aspiration de la moto. Exactement, on a vu 80 km/h. Et derrière il est suivi par Nicolas Prodhomme, Anthony Delaplace. Non, pas sûr. Louis Roland. Et puis forcément Delettre derrière, mais ça s'entend pas forcément très bien. On prend le temps. Et Nicolas Prodhomme, il le disait encore ce matin, il n'a pas l'impression de devoir forcer pour appuyer sur les pédales cette saison. C'est vrai. Quelle saison fantastique pour lui. Avec cette première victoire, ça relance du côté de Delettre. Et qui est là? Ah, si vous reconnaissez pas votre frère. 4 grosses formations. C'est sûr que c'est pas Anthony, c'est sûr. Alors. Je mets ma main coupée. Ce serait bien Louis Roland qui est un très bon grimpeur actuellement en très bonne forme. Il a fait 4e d'étape au Tour de l'Ain. Donc non, c'est très bon coureur. C'est lui qui a relancé l'échappée tout à l'heure. C'est le genre de boss qu'il affectionne. Mais là voilà, on voit que les coureurs n'ont pas du tout le moment. Enfin, c'est pas le moment pour souffler, se ravitailler, et, voilà, pour commencer à se regarder pédaler. C'est vraiment maintenant qu'il faut tout donner parce que on n'est pas à l'abri dans le peloton. Quelques coureurs comme tout à l'heure, comme le tour précédent, fassent le saut. Mais là, on voit que ça devient dur. Les coureurs juste à l'allure, ça devient dur pour tout le monde. Anthony qui s'accroche toujours dans la route Valentin. Et toujours gros forcing de Noah Isidore. Avec Cannes. La jeunesse triomphante. Il est en forme, ouais. Il avait été notamment champion de France espoir l'an passé avant de passer professionnel. Et là, il fait un énorme travail pour Paul Lapéra, qui paraît toujours aussi facile. Ouais. Au faciès, il est. Ah, puis ça mouline. Je sais pas comment il respire, Paul, mais ça a l'air de bien. Par les oreilles. Exactement. Et c'est vrai qu'on parlait de l'année formidable de Nicolas Prodhomme, qui est toujours là, qui a débloqué son compteur de victoires chez les pros, alors qu'il a 28 ans, Nicolas Prodhomme. C'est pas un petit jeune qui débarque. Alors il avait été très bon l'an dernier pour son premier Tour de France. Il avait très très bien fini, se portant dans les échappées de la dernière semaine. Et cette année, il avait encore jamais gagné chez les pros. Il a profité de la future star du cyclisme français, Paul Sexas, lors du Tour des Alpes en Autriche pour aller justement glaner une victoire d'étape. Et à ce moment-là, Paul Sexas avait dit je l'ai laissé à Nicolas Prodhomme parce qu'il ne gagne pas souvent et il n'est pas amené à gagner souvent. Et depuis, il en a gagné 3 autres et Paul Sexas a toujours rien gagné. Il suffit d'un petit déclic. J'ai vu le cas, moi c'était pour ma part en amateur. On peine à gagner une course et dès lors qu'on débloque psychologiquement, après on va dire c'est plus facile de s'imposer par la suite. Et après la victoire sur le Tour des Alpes, il a participé au Tour d'Italie où il a remporté la 19e étape. Et puis ensuite, il a remporté une étape du Tour d'Occitanie. Il a remporté le classement général du Tour de la route d'Occitanie. Et l'étape qu'il a remportée à Luzardiden, il a mis 2 minutes à tous ses concurrents. Donc voilà. Et puis, il a encore gagné il y a très peu de temps sur le Tour de l'Ain à l'Elex Montjura. Et là, c'est un moment important. Quelle santé Noah Isidore qui depuis tout à l'heure est très actif dans le groupe de tête. Il relance encore une fois dans la fameuse côte de la Pigeonnière. Alors là, on est porté par la foule, mais mine de rien, ça fait mal aux jambes. Et là, il y a un écart, parce que derrière, on n'a pas réussi à suivre du côté de la Groupama FDJ, et le voici qui part pour l'instant seul. Alors 44 km d'échappée, ça fait plus peur désormais, puisqu'on voit Pogacar, Van Der Poel le faire régulièrement. Bon, pour un petit jeune de 20 ans, et sur un parcours aussi exigeant, aussi bosselé que la Polynormande, ça paraît un peu suicidaire quand même. On lui souhaite bien sûr de résister. À part une désentente dans le groupe de tête, ça semble quand même compliqué de s'imposer en solitaire.
Après voilà, il est assez bluffant depuis tout à l'heure, on voit c'est lui qui a l'initiative de l'échappée, il a constamment relancé, hein, c'est la 4e ou 5e fois qu'il relance constamment, et là il a l'air d'insister, mais il part plus en appui pour ses deux collègues et Paul Lapera, mais on voit que l'entente derrière est pas très bonne. Ça va peut-être permettre justement à l'Italien Confortini, qu'on voyait tout à l'heure distancé avec Léandre Lezoué. Ils étaient plus que 11, peut-être que ces deux coureurs vont intégrer l'échappée, on les voit au loin. Mais en tout cas, belle partie de manivelle de Noah Isidore. Ah, c'est bien joué encore une fois de l'équipe Décathlon AG2R, la mondiale, qui règne en maître sur ce parcours depuis 1 an et demi, avec les championnats de France remportés par Paul Lapera, on le rappelle, la Polynormande également remportée par Paul Lapera. Ils ont un collectif qui est vraiment très bon, qui va évoluer dans les années à venir, puisque il y a un petit peu un changement de politique au sein de la Décathlon AG2R, la mondiale, qui va tout miser, qui va changer de nom déjà, qui s'appellera Décathlon CMA-CGM à partir du 1er janvier de l'année prochaine, avec un gros budget amené par le transporteur maritime CMA-CGM, également sponsor de l'Olympique de Marseille, qui avant restait tranquille et maintenant se montre un peu partout. Quand on est sponsor d'une équipe qui brille autant sur les routes emprunté par les cyclistes du monde entier et de l'Olympique de Marseille qui va disputer cette saison de la Ligue des Champions, c'est qu'on veut se montrer et tant mieux, j'ai envie de dire, pour le cyclisme français. Leur objectif, c'est de faire gagner le Tour de France à Paul Sexas. Ça fait beaucoup de pression sur les épaules du jeune Paul Sexas qui aurait dû revenir sur le Tour de l'Ain, mais finalement qui était un peu malade et qui va courir là le Tour de l'Avenir. Et Paul Sexas qui était passé à 2 doigts de remporter Paris-Camembert et d'imiter un certain Bernard Hinault qui avait remporté sa première victoire pro lors de non, pas à 19 ans, mais sur Paris-Camembert. Ah oui, okay. Sur Paris-Camembert. Ouais. Non. Et là, Paul Sexas, il s'était juste fait battre par un coureur alors un peu sorti de nulle part, le Belge Lander Laux de la formation Unibet Tietema Rockets, qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui, mis à part au début puisqu'il y avait un coureur dans les 3 échappées du tout début de la course. Voilà, Lander Laux qui avait coupé l'herbe sous le pied, si je puis dire, à Paul Sexas et puis à Louis Barret aussi, qui a fait son premier Tour de France, le sociétaire de la formation au Intermarché ou Antilles. Il a pris de l'avance. Noah Isidore. Toujours 12 secondes sur les petites routes qui lui sont favorables, parce que voilà, pour les avoir empruntées, on est aussi bien presque seul sur ce genre de petites routes qui tournent droite-gauche, bien abrité du vent. Là, il ne se pose pas de question. Noah Isidore, il est vraiment en appui pour Nicolas Prodhomme et Paul Lapera. On voit que l'entente est quand même est bonne sur le groupe de contre. Pour ceux qui se posent la question, je pense que vous êtes nombreux, peut-être vous aussi Cédric, où est le peloton? Oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas, il est à 1 minute 10. Donc là, autant il était revenu à quelques secondes, ce qui a permis à certains de faire le jump et de combler le retard. Il est à maintenant 1 minute 20, 22. Donc c'est terminé pour le peloton à 40 km de l'arrivée. Le gros effort combiné des équipes Cofidis et CIC U Nantes a eu pour effet de faire revenir un coureur de la Cofidis à l'avant, en l'occurrence Sylvain Moniquet, mais aussi l'un des anciens vainqueurs de la Polynormande, en l'occurrence Valentin Madouas, et également Alexis Delettre. Et puis le dernier qui est revenu, je vais le retrouver. Qu'est-ce que le dernier revenu? Je peux pas t'aider. J'ai pas suivi. Nicolas Prodhomme, on a oublié Nicolas Prodhomme. Je dors. Nicolas Prodhomme. Nicolas Prodhomme. Et d'ailleurs tout à l'heure je disais Confortini et Léandre Lezoué ne sont pas rentrés, du coup c'était au moment quand Noah Isidore s'est extrait du groupe de 13. Voilà, maintenant ils sont plus que 10 à sa poursuite. Et les deux coureurs, il leur manquait pas grand chose, ne sont pas rentrés. Et il suffit d'un moment clé comme ça dans la course. Si on ne rentre pas maintenant, c'est crucial. Et ils ont dû être avalés par le peloton. Ça fait un Normand en moins, un manchois en plus, qui n'est pas très loin de Cherbourg d'ailleurs. C'est ça. Grand espoir du cyclisme normand, Léandre Lezoué. D'Arkea, BNB Hotel. On ne sait pas ce que va devenir cette équipe, on ne sait pas ce que va devenir. Ça doit être compliqué pour Léandre Lezoué, qui est un jeune coureur,
qui n'est pas encore beaucoup de références hein, sur le circuit. Oh là, chute de Noah Isidore, aïe, aïe, qui a manqué. Il va se faire rattraper par ses poursuivants en espérant qu'il n'y ait pas autre chose de cassé sur le vélo. Espérons qu'il raccroche l'échappée, mais c'est vrai qu'il faut être particulièrement prudent. Il y a des cailloux partout, on voit. Il a pris un peu large. Il va repartir normalement dans le groupe de tête, mais il a le temps de se mettre à la relance. Je pense pas qu'il se soit fait trop mal parce qu'il n'est pas tombé à grande vitesse, mais ça va faire mal au mental, ça c'est sûr. Et il prend trop large. Il repédale juste avant. Je sais pas si le goudron est un peu fondu à cet endroit-là. Peut-être parce qu'il fait chaud. On rappelle, il fait aux alentours de 30 degrés. Ici, alors on dit il fait chaud, si vous nous regardez depuis le sud de la France, ça va vous faire rigoler. On avoisine les 30 degrés quand même. Mais là, pour le sud-manche, on est quasiment sur le record de l'été. Bon, ça va, ça reste superficiel, mais oui, voilà. Psychologiquement, c'est toujours dur de se retrouver, de passer la tête de course. Mais il est toujours en tête de course, mais voilà, il avait son petit coup d'avance. Et puis mine de rien, c'est un coup moral, mais c'est aussi un petit coup de... et puis peut-être que le vélo aussi a été un peu abîmé dans l'affaire. Il fait les petits tests vélo, et si c'est le cas maintenant, aujourd'hui il change de vélo très rapidement, mais pour le moment ça a l'air fonctionnel. Un peu arraché le cycliste, j'ai l'impression. Cuissard. C'est toujours les aléas, et quand on est en tête de course comme ça, c'est vrai qu'on on est vraiment à la limite de la chute, et là il a pédalé un petit peu avant la sortie de virage, et on voit que l'avant est parti. C'est aussi parfois les petites erreurs de jeunesse. Hein. Il a 20 ans et puis il a mis aussi sans doute beaucoup de force pour s'échapper, pour arriver seul en tête. Et derrière, on perd aussi un petit peu de lucidité. Est-ce qu'il s'est bien réalimenté derrière pour pouvoir ne pas se retrouver en mini hypoglycémie, même s'il a l'air bien, mais il ne faut pas oublier que Noah Isidore, c'est lui aussi, on va dire, au tiers de la course, qui avait ramené le peloton sur les premiers échappés. Donc il a fait un gros travail depuis le début. Alors ce genre de chute, ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que c'est à double tranchant. Soit ça donne un petit peu d'adrénaline et on repart de plus belle, ou alors psychologiquement on arrive à difficilement s'en remettre, et on reste là-dessus. Et là pour le coup, c'est dur de repartir et de se remettre dans sa course. J'ai aperçu tout à l'heure la famille de Noah Isidore et sans doute son frère, parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau, dans les faubourgs de Saint-Martin-de-Landelle, avec les t-shirts à l'effigie de Noah Isidore, avec un chapeau de cow-boy et 2 revolvers. Ah bon? Original. Le pistolero Noah Isidore. Là, la partie ravitaillement justement avant d'aborder le passage sur la ligne, qui est primordial. On voit tous les coureurs jettent leurs déchets, récupèrent des gels. Aujourd'hui, c'est plus des barres, c'est des gels. Tout le monde s'alimente qu'en gel. Et plus du tout de barres. Non, on évite le salé. Maintenant, c'est des gels avec un taux de glucides entre 45 et 60 grammes de glucides. Pour éviter la fringale, ils préfèrent être en surglycémie, avoir toujours un taux de sucre énormément élevé, et d'autant plus les boissons aussi sont concentrées. Il y a du maltodextrine, des choses comme ça qui peuvent permettre d'éviter les fringales. Et c'est vrai que maintenant on voit rarement un coureur qui n'a plus de sucre, qui fait une crise d'hypo, et maintenant on a tellement évolué aussi là-dessus. C'est impressionnant, on entendait pendant le Tour de France notamment, alors que les poursuivants vont se faire reprendre par le peloton. C'est Unibet encore qui est oui, on disait tout à l'heure, ils ont pas... Ils lâchent rien. Ouais. Mais bon, ils sont quand même à 1 minute 10 de la tête de course. Non, il n'y a pas une 10. C'est la tête de course, ça? Ouais. Non. Si. Ils sont juste derrière alors. Là, ils nous transmettent une mauvaise info. On avait une 22, mais réellement, non. Il y a que 10 secondes. Alors là, ça va tout rebattre. Il y a que quarantaine de coureurs dans le peloton avec une douzaine de secondes. Donc, alors là, on n'avait pas vu venir du tout avec les infos qu'on avait. C'est assez incroyable de les voir revenir comme ça. Et surtout de ne pas avoir eu finalement des données. Là, il reste plusieurs tours. 3 tours. 2 ou 3? Il y a 12 et demi le tour, 37 km, je dirais à peu près 3. Mais alors là, ça va être un regroupement général. Alors c'est assez incroyable s'il se passe ça alors qu'il y avait 1 minute 20 d'avance. Les cartes sont redistribuées. Ça contre derrière. Alors c'est assez incroyable quand même que les équipes de devant se soient fait reprendre alors qu'il y avait 3 AG2R La Mondiale et 3 Arkea BNB Hotel. Surprenant.
Alors est-ce qu'ils les font revenir? Ils les laissent croire pour ensuite redonner un coup d'accélérateur et repartir? Je pense pas. Pourtant, ils ont bien l'info aux oreillettes. Oui, c'est bien cela, hein, on est d'accord. Hein, ce sont les. Il y a un Total d'ailleurs qui se fait C'est ça, qui s'est essaie de lancé revenir. dans un numéro solitaire pour revenir seul. Peut-être Emilien Janière, qu'on avait peut-être vite entouré. Il y a à Pierre l'allure. Latour ou Sandy Dujardin aussi. Le Haut-Normand qui revient. Voilà. Et derrière, ça écrase un peu, mais ils sont une douzaine de secondes, comme au passage sur la ligne. Et les CIC qui ont encore fait beaucoup de travail tout à l'heure, les Unibet, eh ben, ils vont se retrouver encore une fois piégés. Est-ce que ça n'a pas l'air de réaccélérer quand même hein, devant hein. Non, ça les affole pas. Est-ce que tout le monde s'enterre parce qu'il y a trop de coureurs favoris à l'avant et que certains finalement n'ont pas envie de rouler parce que on va pas mettre les favoris dans un fauteuil pour l'arrivée? Je pense qu'il y a aussi l'effet que Paul Lapéra soit devant avec Nicolas Prodhomme. Ça fait beaucoup quand même voilà. pour les AG2R, Décathlon AG2R. Ils savent que s'ils restent dans la configuration actuelle, Paul pourrait s'imposer assez aisément. Eh bien, on pensait à 55 km de l'arrivée qu'on avait vécu le gros tournant de cette 45e édition de la Polynormande. Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas, même si tout à l'heure, déjà, hein, attention, le peloton était revenu à une dizaine de secondes avant, finalement, de se faire redistancer à nouveau. Et alors là, il y a un coureur qui en a profité à l'avant, un coéquipier d'Alexandre Delettre, un coureur de la formation Total Énergie. Mais alors là, il est à l'arrière du peloton. Il est caché. Il a besoin de souffler, je à l'arrière. Non, il n'est pas à l'arrière, regardez. Il y en a deux devant des Total Énergie. Il y en a un qui est là et l'autre à côté. Il va falloir qu'on essaie de voir de qui il s'agit. Si c'est celui qui est devant actuellement, ça pourrait ressembler à ça. Il s'est fait vite une santé parce que quand on rentre comme ça, on éprouve le besoin vraiment de souffler. Et on retourne dans des portions de route favorables aux échappées. Petite route avant de replonger dans la descente. Et c'est assez surprenant, cette échappée a jamais compté plus de 30 secondes d'avance. Ah bah si, tout à l'heure elle a eu 1 minute 10, 1 minute 20 même d'avance. Ou non, sans doute pas. Non, je crois que les infos... Les infos étaient pas bonnes alors. Bon, les infos devaient pas être bonnes, hein, parce que pour combler autant ça me surprend en si peu de temps, je pense qu'on n'avait pas tout à fait les bonnes infos. Là finalement c'est le seul moment où on peut souffler dans cette descente qui fait à peine 1 km. Oui, donc on le disait juste avant qu'il y ait voilà, tout ce remue-ménage. Aujourd'hui, chaque coureur fait très attention à son alimentation, la nutrition. Oui. Ne serait-ce que 10 ans en arrière, on n'était pas du tout sur les mêmes. On a vu un réel changement, je dirais les années Covid 2020-2021, un énorme changement. Et c'est vrai que moi j'étais habitué à partir avec mon vélo d'entraînement, mettre de la grenadine dans mes bidons, du sirop. Aujourd'hui, plus aucun coureur ne fait ça. C'est toujours de la poudre, voilà, toujours un taux de sucre assez élevé. Et pareil, je vous disais tout à l'heure, c'est des gels uniquement. Avant, on avait nos petits pains au lait avec du jambon. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on a énormément progressé sur la partie diététique. Et Lorenzo Germani est revenu tout à l'heure à la faveur de cette, sans doute ce ralentissement des hommes de tête, puisque il y a encore Valentin Madoise derrière, et donc ça doit forcément être lui, j'imagine. C'est l'Italien qui fait le forcing. Avec derrière Nicolas Prodhomme qui relance, me semble-t-il. Et donc on aura dans quelques instants l'identité du coureur de la Total Énergie qui a rejoint les hommes de tête. On nous fait signe dans les oreillettes, on nous indique en tout cas dans les oreillettes que c'est Thomas Gachignard qui connaît bien le parcours et qui était monté sur le podium l'an dernier du championnat de France ici avec Paul Lapéra, qui était un peu la surprise du chef l'an dernier, mais depuis ça revient juste derrière. Noah Isidore qui vient juste de craquer justement, un peu le contre-coup de la chute. Et alors là, il y a des coureurs qui reviennent derrière, des petits groupes qui sont juste, on va le voir à la sortie de ce virage, allez à 50 mètres ou 60 mètres derrière,
Il y a plusieurs coureurs. Arkea vient qui juste de reviennent. faire le saut. Ouais, et il y a 2 coureurs de la formation Decathlon AG2R, voire 3. Et forcément, C'est du côté de Nicolas la Brouillard. formation de la formation Saint-Michel Préférence au Maubert 93, eh bien on relance. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure il y avait déjà soit Nicolas Brouillard, soit Thomas Champion qui avaient tenté de relancer l'échappée, parce qu'on sentait que derrière ça revenait vite Exactement. et qu'il n'y avait pas effectivement 1 minute 10 ou 1 minute 20 comme on a pu nous le dire d'écart avec le peloton. Donc là, l'ascension de la pigeonnière, ils y arrivent justement. Elle va être un peu décisive parce que là, les coureurs du peloton viennent faire vraiment un effort violent pour revenir sur l'échappée. L'échappée, entre guillemets, c'est pas reposé, mais a eu un moment un peu besoin de souffler. Et là, on va virer sur la gauche et aussitôt une pigeonnière qui va être tonique. Ça va être 400 mètres assez décisif pour moi en haut de la pigeonnière. Je pense que le tournant de la course devrait. On dit ça depuis tout à l'heure, mais. Oui, y et a- puis y ça a- se trouve ça va arriver au sprint. Il y a énormément de mouvements. Bah, on disait tout à l'heure, il y a très peu, il y a presque jamais eu d'arrivée au sprint, hein, seulement 2 sur les 15 dernières éditions. Voilà, mais quand c'est un sprint, généralement c'est en petit comité. Moi je me souviens en 2014, on est arrivé à un petit comité vraiment détaché, mais souvent il n'y a pas plus de 30-40 coureurs à l'arrivée si c'est un sprint. Alors est-ce que Brouillard est seul à l'avant ou est-ce que devant lui il y a encore Germany? Je pense pas, hein, il s'est fait Non, il reprendre, vient d'être repris à l'instant Germany, dans la bosse. Ouais. Oui. Et il a bien joué. C'est bien fait de partir avant comme ça, parce que derrière, regardez, on va dire peloton groupé, même si c'est vraiment un mini peloton, mais ils doivent être allez, une vingtaine, 25 peut-être. Sur les coureurs. 111 au départ, je pense voilà, ils sont une trentaine environ. Et là, il y a toujours autant de monde dans la pigeonnière. C'est vrai que le spot est idéal pour voir les coureurs en baver. C'est souvent là où on est positionné. Et d'autant plus, il y a le meilleur grimpeur qui se situe en haut de chaque pigeonnière. Alors, il y a des passages grimpeurs, mais ça ne compte pas pour le classement des grimpeurs, qui est une nouveauté cette année dans la Coupe de France, qui a voulu moderniser un petit peu et puis relancer l'attrait de chaque course. Il y a un classement des grimpeurs, le meilleur grimpeur de France, et un classement des sprinteurs. Pour l'instant, le classement des meilleurs grimpeurs, eh bien, c'est Guillaume Martin qui est en tête, et non Surprenant. seulement en tête, mais il est déjà assuré de le gagner. En plus, Puisqu'il y a certaines courses qui comptent pour le classement des grimpeurs et certaines courses qui comptent pour le classement des sprinteurs. Et elles se sont toutes terminées, celles du classement des grimpeurs. Il y en avait 5 ou 6. Et Guillaume Martin a déjà remporté deux étapes, enfin 2 courses. Bon. Et en plus de ça, le Mont Ventoux dénivelé challenge a été annulé. Donc ça a enlevé une de ses équipes. Alors que ça relance derrière. 4 coureurs derrière. Ouais. Nicolas Brouillard. À la sortie de Saint-Martin-de-Landelle, il y a là un coureur de la formation Arkea, un de la Total Energy, un de la Groupama, non pas un de la Groupama, un de la Cofidis, si un de la Groupama, ouais, et un de Decathlon AG2R. Ah, Cofidis s'est encore fait piéger. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'écart hein, pour l'instant. Théoriquement, ça va rentrer. En plus, c'est une grande route où on peut organiser. C'est presque un des seuls moments où on peut s'organiser vraiment pour rouler une belle route. C'est profil faux plat descendant. Et ensuite, on aborde les petites routes en tournant une nouvelle fois sur la gauche. Et il me semble, au coup de pédale, Arkea, c'est Simon Guglielmi. Qu'on n'a pas encore vu. Depuis Non, le il début reste de au la course. chaud. Il avait ses 3 collègues devant. Allez, tranquille. Pas si tranquille que ça. Non, sans doute pas. Vu le rythme auquel ça court depuis tout à l'heure. Et alors, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Hein. Ça relance derrière. Ouais, c'est ça. On a au total une trentaine de coureurs hein, pour se jouer la gagne. En tout cas, Nicolas Brouillard fait un énorme coup de force hein, pour sortir comme ça de l'échappée, alors qu'il a fait je dirais, presque 80 km à l'avant. C'est fort. Et qu'il faisait partie de la deuxième vague d'échappées. Parce qu'on le rappelle, il y a eu 3 échappées au tout début qui ont été repris en arrivant quasiment sur Saint-Martin-de-Landelle. Puis un échappé qui était Louis Roulant de la formation Arkea B&B Hotel. Et ensuite, ils étaient 5 à l'avant. Et lui en faisait partie avec Anthony Delaplace. Et puis après, il y a eu une deuxième vague. Puis une troisième vague. En fait, il y a plein de vagues. C'est la marée. Des Ferles. Aujourd'hui, qui va un petit peu plus loin que le Mont-Saint-Michel et qui arrive ici. À Saint-Martin. Mais qui va quasiment aussi vite qu'un cheval au galop, comme on dit, du côté de la baie. On récupère un petit peu. Hein. Il va attendre que les 4 autres arrivent et puis il va surtout faire attention de bien prendre le virage. Ouais.
On a vu tout à l'heure hein, la chute de Noah Isidore, qui a peut-être aussi ralenti un peu tout le monde. C'est Mathis Lebert. Je le reconnais à l'allure. Eh oui. Mathis Lebert. Mathis Lebert, vainqueur du Tour de Normandie. Exact. En 2022, le dernier Tour de Normandie masculin de l'histoire, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque les saisons suivantes, il est passé de Tour de Normandie femmes, et désormais il n'existe plus depuis 2023. Avec Sandy Dujardin. Ouais, un Normand, encore. Sandy Dujardin, Nicolas Prodhomme. Et Axel Mario aussi, qui est très surprenant du Sénat Atlantique. Eh ben voilà, ils n'ont pas fait ça pour rien. Non, finalement. non. Ils ont réussi Comme quand quoi, même à en placer un. Les cartes sont redistribuées et c'est vrai que les coureurs comme Axel Mario qui ont été piégés une partie de la course se retrouvent à l'avant. Donc ils ont une deuxième chance de briller. Et là, par contre, le peloton ne lâche rien derrière, on voit bien. Et non, parce qu'aucune équipe là n'a 2 coureurs à l'avant et n'est en surnombre. Donc forcément, Paul Lapera a eu sa chance. Il n'a pas trop donné de coups de pédale pour l'instant, j'ai l'impression. Va-t-il relancer? Peut-être pas, il y a Nicolas Prodhomme devant aussi. Hein. Alors là, il est dans une mauvaise posture. Et quand oui. c'est comme ça, c'est embêtant. Même si on a les jambes, ça a l'air d'être le cas de Paul Lapera. Quand on a un coureur à l'avant, on est bloqué. À part sortir seul, faire un gros coup de force et faire le jump, comme on dit très rapidement, il ne faut surtout pas qu'il ramène un autre coureur. Donc il va pour le moment rester au chaud dans le peloton. Et AG2R vont miser sur Nicolas Prodhomme. Surtout que Nicolas Prodhomme, c'est l'un, si ce n'est le favori aujourd'hui. Hein. Et donc ils ont bien joué, ils ont une équipe en surnombre et ils ont une équipe aussi avec de très grands coureurs. La Décathlon AG2R, même si là rien n'est fait encore. Hein. On l'a dit derrière, ça n'a pas lâché à 27 km de l'arrivée. Et l'an dernier, c'est un petit peu ce qui était arrivé à Benoît Cosnefroy, qui était on va dire le favori des championnats de France ici. Et finalement, tout le monde l'a marqué et c'est Paul Lapera qui a pu partir. Et avec le destin qu'on lui a connu derrière. C'est l'avantage d'être multicarte comme aujourd'hui. Décathlon AG2R avait une équipe vraiment composée essentiellement de jeunes. Et aujourd'hui, ils sont tous en pleine forme et affectionnent ces parcours-là. Donc là, être multicarte comme ça, voilà, le poids de la course repose un petit peu sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ont toujours été en surnombre à l'avant. Et encore Nicolas Prodhomme se fait la malle. D'ailleurs, ce petit groupe est en train de bien s'entendre et c'est en train de creuser. Oui. Il y a juste Nicolas Brouillard qui passe derrière, qui a besoin de souffler, qui éprouve un petit peu le besoin de ressouffler parce qu'il s'est fait la malle tout seul. C'est ce que lui demande du jardin. Il dit mais non, tu passes. Attention, je suis parti tout seul tout à l'heure, tu m'as pas vu mais j'étais devant. Ah oui d'accord, bon bah alors je me remets devant toi. Bon, c'est bien passé. C'est un peu ça les conversations. Oui, c'est ça. Quand on a le temps de parler. Mais voilà. Mais les Décathlon AG2R qui ont remporté 3 courses classées Coupe de France cette saison, les 3 bretonnes. En l'occurrence Aubin Sparfel qui avait remporté le Tour du Finistère, Benoît Cosnefroy le Grand Prix du Morbihan et Bastien Tronchon le Trobro-Léon. D'ailleurs ça avait été plusieurs doublés hein, puisque au Tour du Finistère Aubin Sparfel avait terminé devant Bastien Tronchon et puis au Trobro-Léon Bastien Tronchon lui avait terminé quasiment main dans la main avec Pierre Gautrat dans une édition du Trobro-Léon sacrément mouvementée, ouais. Avec des aléas de course assez incroyables, avec Kevin Vauquelin qui avait été premier mais qui avait crevé, Bastien Tronchon qui était premier, qui avait crevé, qui ensuite était revenu et qui s'était échappé. Valentin Madouas qui avait crevé, voilà. Qui revenait de loin, qui avait fait 3e. C'était et Bastien Tronchon qui s'était aussi échappé et qui avait pris la mauvaise route. Exact, ouais. C'était une édition vraiment particulière. Hein. C'est une des plus belles courses de l'année. Enfin, moi j'étais présent ce jour-là, sorti d'un Ribin. Et c'était assez exceptionnel jusqu'à les 5 derniers kilomètres, on ne savait pas qui allait s'imposer. Et c'est en train de faire pareil aujourd'hui sur la Poulie normande. Ouais, c'est une belle course aujourd'hui que nous vous faisons suivre pour la première fois sur les antennes de France Télévisions, sur la plateforme France.tv et sur France 3 Normandie. Merci de nous suivre. La 45e édition de la Poulie normande. On va rappeler les coureurs qui sont en tête parce que c'est vrai que ça a pas mal bougé depuis quelques temps. En l'occurrence, Nicolas Prodhomme pour la formation Décathlon AG2R. Celui qui roule en tête, c'est Mathis Lebert de la formation Arkea BNB Hotel. Il y a Sandy Dujardin, le Haut-Normand de chez Total Energy. Nicolas Breuillard, qui lui est un des rescapés de l'échappée de tout à l'heure. C'est le seul. De la formation Saint-Michel, préférence au Maubert 93. Et puis il y a Axel Mario. Lui, c'est un peu la surprise de la formation CIC Nantes. C'est vrai que pour le connaître un petit peu, Axel Mario est plutôt profil purement grimpeur. Après ce genre de circuit, il affectionne également.
Axel Mario, c'est assez surprenant, il était à l'UC Nantes Atlantique, il est passé à Cofidis quelques années et là il revient depuis cette année au CIC Nantes. Et Lyon, des fois on monte chez les pros, on redescend chez les pros, il est toujours pro. Mais c'est compliqué. Mais... Alors là, quand on reste dans le milieu professionnel, ça va. Mais voilà, avec du recul, pour voir quelques coureurs et des anciens collègues qui sont passés pro, quand on redescend, ça devient d'autant plus compliqué pour repasser une deuxième fois le Rubicon. Et on l'a vu avec le champion d'Italie, qui est cette année a déjoué tous les pronostics pour être pour gagner son championnat national, qui était redescendu, on va dire, chez les amateurs. Je vais trouver, qui vient de signer Filippo Conca, voilà, qui fait son retour en professionnel, qui a signé chez Jaiko Alula, là, alors qu'il était redescendu, on va dire, chez les semi-pros. Parce que pour courir à ce niveau-là, il ne faut pas être amateur. Non. et voilà. Et Filippo Conca, eh bien, il a réussi à retourner chez les pros avec un contrat chez Jaiko Alula. La formation de Ben O'Connor, on a pu voir gagner sur le Tour de France. On voit que le peloton a besoin de souffler. Ça devient vraiment compliqué. Là, on a plus de 130 km dans les jambes à haute intensité. Et la particularité de la Polynormande, c'est que ça court vraiment comme les amateurs. Hein. C'est à fond du début à la fin. Et à tout moment, il faut être vigilant. On voit, ils passent devant nous à l'instant. Ils sont une trentaine. C'est ça. Peut-être un peu plus, 35. Ouais. Mais voilà, il y a eu énormément d'écrémage. On a vu plusieurs pelotons aussi passer tout à l'heure. Ouais, une trentaine de secondes. Est-ce que ça s'enterre à 25 km de l'arrivée, sachant que les principales formations sont représentées à l'avant? On va pas dire oui. C'est plutôt la FDJ qui est piégée, le grand perdant. On voyait tout à l'heure un coureur de la FDJ emmener Valentin Madouas. Mais, ah oui, il n'y a plus personne de la Groupama FDJ. C'est la Groupama, voilà. Sur les 4 grosses formations du jour, il manque quand même la Groupama. C'est vrai que je voyais un bleu, mais non, c'est le CIC Atlantique qui est encore là. CIC Nantes qui est devant. Et ouais, donc c'est pas terminé alors. Non. Si la Groupama FDJ pas dit leur dernier mot n'est pas représentée, on va attendre. Quand même 28 secondes. Si l'écart est bon, 28 secondes, c'est pas anodin, c'est pas rien. Donc on va devoir encore patienter un tour, hein, pour dire pas le vainqueur, mais au moins tant mieux. Dire si cette échappée va pouvoir aller au bout ou pas. Ça fait du suspense, et tant mieux pour cette 45e édition de la Polynormande. Et les coureurs à l'avant, aucun ne l'a remporté. C'est vrai, cette course. Effectivement. Et pour rappel, aucun coureur n'a réussi le doublé. Alors, le doublé, si, pas deux mais années de suite. Pas 2 années de suite. Et encore, quand on dit le doublé, c'est à l'époque où la Polynormande n'était qu'un critérium. Oui, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Voilà. La course qui a été d'abord critérium et qui ensuite est devenue une vraie course en ligne à partir de 2003 et pensionnaire de la Coupe de France depuis 2004. Et j'ai pas l'impression que la Groupama soit devant. Hein. Et les Cofidis non plus, de nouveau piégés. Et oui. Je trouvais surprenant qu'un Cofidis prenne. Ah mais oui, est-ce qu'ils vont avoir la force de revenir encore? Et ça roule, hein. La Groupama FDJ et la Cofidis devant. Un peu de Scatel aussi qui viennent en second rideau. Mais les Arkea, par contre, on les voit bien courir collectivement. Ils ont un homme à l'avant avec Mathis Lebert, donc c'est absolument pas à eux de rouler. Mais on reste toujours placé pour aborder la petite route. Et Mathis Lebert, c'est un sacré gazier. Hein. Sur le Tour de France, le Tour de Normandie, il avait été bien malin. Lui, le Breton, parce que c'était pas forcément lui le leader de son équipe à l'époque. C'était plutôt Ewen Kostiou. Et on avait vu Ewen Kostiou aller une ou deux pédales au-dessus des autres, hein, lors de ce Tour de Normandie, qui avait aidé Mathis Lebert à défendre becs et ongles son maillot de leader qu'il avait pris lors de la toute première étape. Ouais. Oui, qui arrivait à Vimoutier. Avec des échappées qui étaient allées au bout. Ça a fait un peu comme Anthony, justement, qui avait remporté le Tour de Normandie. Il s'était imposé dès la première étape, avait pris le maillot et a réussi à le conserver, comme Mathis Lebert, toute la semaine. Il avait beaucoup d'avance, Anthony. Et c'est vrai qu'il avait fait à l'époque le Tour de Normandie avec sa formation pro. Et c'est assez rare que des formations pro viennent avec une aussi grosse armada que l'année où Anthony est venu. C'est vrai. C'était le grand favori. Il avait tenu son rang. Gagnant haut la main la première étape, qui était arrivé en bosse. Devant Justin Motier. Oui. Qui n'avait pas réussi derrière lui à percer. Il a conservé sa deuxième place. Oui, juste devant Justin Jules.
le passé Belge. à VNB Hotel. Et après, malheureusement, avec les aléas de ces équipes bretonnes, il y en a eu deux. Soja Sun, c'était Soja Sun à l'époque. Mais il était dans la mince. Il n'était pas chez Soja Sun, Mottier. Il était dans la Loudéac. Voilà, les CPI de Loudéac. Exactement. C'est vrai que pour les coureurs, c'est un petit peu l'antichambre de Arkea. Quand il y a une équipe comme ça qui arrête, c'est terrible pour les équipes, une fois le staff, les coureurs, mais d'autant plus les cyclistes amateurs qui ont un très beau niveau. Moi j'étais un peu dans ce cas-là où j'espérais pouvoir passer pro. Et j'étais dans l'antichambre de Soja Sun, justement Soja Sun Espoir à l'époque. Et quand une équipe s'arrête, ça fait 25-30 coureurs quand même qui sont mis à la rue. Alors la plupart, les meilleurs coureurs retrouvent. Mais pour le coup, si on a un petit peu en bascule en fin de carrière, ça peut se terminer comme ça. Et c'est le marché du travail, c'est le monde du travail. Donc s'il y a une création d'équipe, tant mieux. Ça fait 25-30 places qui se libèrent. Et à l'inverse, quand c'est les années compliquées du vélo pour passer professionnel pour les meilleurs amateurs, quand une équipe s'arrête comme ça. On essaie de relancer derrière. On a vu la formation Groupama FDJ à l'attaque, mais ça ne suit pas. Et derrière, 20 secondes, c'est tout juste l'écart pour faire le saut, c'est compliqué. On verra si ça avisse, hein, comme tout à l'heure dans la bosse de l'arrivée ou dans la pigeonnière, pour permettre à des coureurs de revenir et de revenir à une dizaine de secondes. Et là, on accélère. Gros forcing pour Valentin Madoise, qui est second justement. Ouais. Et j'aperçois pas Paul Lapera qui. Je pense qu'il y a réellement deux coureurs qui pourraient éventuellement faire le saut et boucher une quinzaine de secondes. Et là, Olivier Legat fait un énorme travail, qui a toujours été dans son rôle d'équipier depuis sa jeune carrière. Ouais. Et passeur décisif. Exactement, ouais. Et quand il a eu sa carte, il est arrivé qui gagne des courses. Olivier qui fait un super travail, qui s'écarte. Est-ce que Valentin va pouvoir il a 14 secondes à combler. Faire le saut. Ça va pas être simple. C'est maintenant ou jamais. Il a tout le monde dans le dos en plus, là, accroché à son porte-bagages. Et là, on voit au faciès de tous les coureurs que il faut pas lâcher les roues. Il faut pas lâcher dans la tête. C'est là. Si on voit Paul, il me semble que c'est Paul qui est juste. Oui, c'est Paul Lapera qui est quatrième. Et il y a deux coureurs de la formation Arkea qui sont là pour l'empêcher de partir. Et puis dans les pattes, dans les boyaux, il a aussi un coureur de la formation Total Energy qui l'empêche de partir. Il va être coincé. Valentin Madoise. 7 secondes, mais il va lui manquer 7 secondes pour ramener le peu du peloton finalement. Ça reste le plus gros groupe, on va dire que c'est le peloton, mais il y a énormément d'écrémage. Et là, on va rentrer dans encore une fois des portions qui vont être favorables aux échappés. Cette fameuse pigeonnière. On n'a pas réussi là. Est-ce qu'ils auront encore la force de maintenir un écart assez faible pour à nouveau mettre un coup d'accélérateur? On voit que c'est sur loin la montée de l'arrivée. Oui, là, ils sont revenus à 7 secondes en haut de boss. 14. Alors dans ce groupe, Boris, vous allez nous dire qui va le plus vite dans ce groupe de tête au sprint? Oui. Alors, j'enlèverai Mathis Lebert. Ouais. Parce que c'est un très très bon rouleur et sur les efforts longs. Sandy Dujardin peut être assez rapide. Il va bien au sprint. Ouais. Alors je vais vous dire, honnêtement, je connais pas Axel Mario assez pour pouvoir juger le bonhomme. Nicolas Prodhomme a pas été si mauvais que ça. En plus, c'est un sprint en côte là, attention. C'est un sprint particulier, c'est vraiment pour pur finisher. Finalement, on a beau ne pas être sprinter, il faut puncher un minimum, mais vraiment, si on a gardé un peu de fraîcheur, on peut réaliser un beau sprint. Et vous, qui me diriez-vous? Je vois bien aussi, vu la condition qu'il a actuellement, Nicolas Prodhomme. Il peut y avoir un beau duel, un beau bras de fer entre Sandy Dujardin et Nicolas Prodhomme. Ça relance encore derrière avec Valentin, secondes, mais il est tout seul, Valentin Madoise. Il lâche rien. Est-ce qu'il a encore un coéquipier dans la file derrière? On n'aperçoit pas d'FDJ. On voit beaucoup de concurrents, des formations déjà représentées à l'avant. Oui, Total, Arkea, qui vont pas le lâcher d'une semelle parce que Valentin, faut pas lui laisser 10 mètres. Alors, est-ce que Nicolas Broyard va tenir jusqu'au bout? Va-t-il aussi pouvoir relancer à un moment donné, ou peut-être les autres vont se marquer? C'est remarquable déjà de pouvoir tenir encore l'échappée avec tous les efforts qu'il a engendrés. Ce sont les inconnus, il est tout seul. On voit bien que derrière... Il y a Groupama qui est en queue de peloton, on va appeler ça comme ça. Il y a beaucoup de Total Energy, il y en a au moins 4. Ils sont surreprésentés les Total, pardon. Les Total, les Decathlon, les Arkea, forcément. Là, forcément, voilà, c'est rideau. Et je pense qu'on va partir après pour le dernier tour.
un tour et demi de l'arrivée. Je pense que honnêtement, le tournant de la course se fait maintenant. Allez voir Paul Lapera et lui dire bon bah c'est pas pour nous cette année. Il peut pas gagner tous les ans et plusieurs fois par an aussi. Non, mais après on attendait un coureur comme Nicolas Prodhomme, hein, évidemment. Même s'il avait la pancarte, il a profité du fait que son coéquipier Paul Lapera l'est aussi, que Paul Lapera se retrouve à l'avant, et Nicolas Prodhomme, il fait partie de ceux qui ont alors fait des efforts évidemment, mais qui sont restés cachés dans le peloton au départ, qui ont fait le jump au bon moment pour revenir dans le groupe de tête, et finalement il restait lorsque c'est reparti à nouveau. Et Nicolas Prodhomme, qui reste un Normand, hein, on va rester chauvin. Oui, bien sûr, il est orné. Il est orné de l'Aigle. On en a 2 à l'avant, on en avait 3 tout à l'heure avec Paul Lapera, Anthony Delaplace et Léandre Lozoué. 3 sur 11. Oui. Et on a 2 sur 5. Ouais, ça va, le Donc, ratio est pas mal. Voilà, le ratio est très bon. Sandy Dujardin, et oui, lui qui n'a pas pris part au Tour de France cette année, qui l'avait fait l'an passé en 2024 et terminé de manière héroïque puisqu'il s'était cassé le poignet sur l'étape des Chemins Blancs et qu'il avait réussi à terminer le Tour de France avec un poignet dans le plâtre pendant 15 jours. C'est vrai que chez les coureurs cyclistes, il y a une faculté à ne pas penser à la douleur. On est dit Qui est purement quand même mal, ouais, assez c'est incroyable. vrai que- Et je pense qu'il y a très peu de sports où, parce que en plus les étapes sont longues, ou les courses sont longues. Alors c'est pas forcément le cas aujourd'hui sur une polynormande parce que ça fait un peu moins de 170 km. On n'est pas sur une grande classique qui va dépasser les 200 km. Cela dit, il y a du dénivelé et comme on le disait tout à l'heure, ça n'arrête jamais. C'est vrai. On ne débranche jamais. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis on le voit, hein, Et ça ça attaque lâche tout le pas, temps. ouais, même là, le peloton a éprouvé un besoin de souffler un petit peu en haut de la pigeonnière, mais là ça relance de nouveau avec les Cofidis. Il y a Euskaltel aussi qu'on n'a pas vu encore beaucoup depuis le départ, mais il reste quelques coureurs présents dans le peloton. Van Rysel-Roubaix également qui ont été discrets jusqu'à présent, mais voilà, il y a 23 secondes. C'est pas encore joué, même si l'avantage est quand même à l'échapper. Toujours Olivier Legac qui revient, qui n'a pas dit son dernier mot. Et Sandy Dujardin qui fait partie de cette catégorie de coureurs qui perce aussi un peu plus sur le tard. Nicolas Prodhomme, on l'a dit tout à l'heure, 28 ans. Sandy Dujardin, 28 ans. Ce sont des coureurs qui ont déjà fait des grands tours. Mais alors, si, ils ont fait le Tour de France l'an dernier, mais avant, ils ont quand même fait plusieurs tours d'Italie ou d'Espagne avant d'avoir leur chance sur le Tour de France. Le Graal, je dirais. C'est vrai que exactement. pour un coureur cycliste professionnel, la question numéro 1 de quelqu'un d'extérieur on va lui demander: est-ce que tu as fait le Tour de France? Est-ce que tu es un vrai coureur ou pas? C'est un peu ça. Donc la question revient souvent. Je crois qu'Anthony a eu énormément cette question-là et lui a eu la chance de le faire 9 fois. Il espérait une 10e cette année, mais déjà 9 participations. Et cette fois, il a terminé à cette reprise. Les 2 autres, ils s'étaient blessés malheureusement. Alors Anthony Delaplace, votre frère, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va prendre les fourneaux, c'est ça? Exactement, vous avez eu l'info. Non, Il aime la cuisine. Il va très vite rebondir, si je peux dire, dans la vie active. Et dès la mi-octobre, dès qu'il termine sa carrière, il va entamer un CAP en cuisine. Et il aimerait par la suite avoir sa propre affaire, voilà, faire plusieurs stages au cours de sa formation. Théoriquement, il sera diplômé dès en juin 2026. Et par la suite, il aimerait vraiment intégrer soit une cuisine ou, s'il a l'opportunité, acheter son propre commerce. Et toujours dans le Val de Serre, plus précisément dans le haut du Cotentin. C'est bien, ça devient tendance l'été maintenant. C'est le Val de ça, Serre. exactement. Il y a plein de Parisiens. Faut pas trop le dire. Parce que Non, ils vont tous péter par chez nous. en plus, il fait bon. Hein. Les vacances en Val de Serre, un été comme celui-ci, c'est parfait. C'est vrai. Mais partout en Normandie, du reste. Oui, c'est ça. Et puis on a pu voir, hein, notamment grâce au Tour de France, qu'il a fait très beau début juillet en Normandie. Les étapes arrivées à Rouen, à Caen et à Vire ont été baignées de soleil et ont amassé énormément de monde sur les routes. Alors je vais pas avoir peur de le dire, hein, les Manchois étaient clairement en très grand nombre, sans doute plus. C'est Et c'est un Normandais qui vous le dit, qui habite à Caen désormais. Donc voilà, il faut aussi reconnaître que voilà, l'un des plus grands départements de vélo dans la région, c'est quand même la Manche. Et il faut le reconnaître. Est-ce que c'est parce que c'est près de la Bretagne? Pas forcément, vous êtes du nord du Cotentin. C'est donc, vrai. voilà, c'est vraiment le département. Et puis on a la chance,
alors qu'il y a un groupe de contre qui essaie de se former. Emmanuel Morin, justement, on parlait des Van Rysel Roubaix qui était très discret jusqu'au départ. Depuis, et là, Emmanuel Morin, qui est le leader de l'équipe actuellement, qui fait le forcing, mais on voit que derrière ça réagit. Le Scatel relance l'allure. Mais forcément, il y a encore des très belles places à prendre. Oui, parce qu'il y a des points à prendre, il faut le rappeler. Les points de la Coupe de France, exactement. Des points de la Coupe de France, des points UCI oui. aussi, et qui comptent dans le maintien ou non de certaines équipes. On sait que c'est très compliqué pour Cofidis, qui va sans doute descendre d'un rang à l'issue de la saison, qui est très mal embarqué. Ça avait été très compliqué la saison dernière. Et là, cette année, il semblerait que ce soit trop compliqué. Les points UCI, d'ailleurs, pour les équipes pour le Tour, les 20 équipes pour le Tour, ça se fait réellement sur 3 années maintenant. Et là, c'est le terme des 3 ans, termine en fin 2025. Donc c'est comme Arkea, c'est pareil. Cofidis sont un peu relégables pour la descente. C'est ça. Et Arkea qui a fait, malgré tous ces problèmes quant à son avenir, un Tour de France remarquable. Avec Kevin Vauquelin, mais pas uniquement Kevin Vauquelin. On a vu plusieurs fois certains coureurs à l'attaque. Et puis, elle termine 4e meilleure équipe du Tour de France, qui est quand même assez incroyable et remarquable pour une équipe qui sait véritablement forger un collectif et un état d'esprit sur, on n'espère pas sur ses cendres, mais en tout cas sur ses difficultés financières. Et pas que financières, puisque ça met aussi derrière des humains dans la détresse. On l'espère pas. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Hubert, le directeur de l'équipe, avait laissé penser, en tout cas, ces dernières semaines, c'est bon, on a à peu près quelqu'un, maman, il faut voir sous quelle forme. Il aurait une piste. Est-ce que c'est signé? Voilà, on n'en sait pas plus actuellement, mais voilà, c'est ça, bien sûr. Mais espérons que, voilà, même si le budget est moindre que cette année, ce sera certainement le cas. Je pense qu'il devrait repartir théoriquement, mais espérons, parce que c'est presque une entreprise de 150 personnes, hein, justement, entre le staff, l'équipe féminine, l'équipe continentale aussi, tous ces jeunes qui ont intégré la Conti, et l'équipe professionnelle, c'est 150 personnes. Donc, espérons ne pas voir l'équipe fermée complètement. Je pense qu'il y a encore des chefs d'entreprise qui veulent voir leurs couleurs portées à l'avant. Donc non, tout est jouable. Maintenant, le timing est serré. Ils doivent trouver ces prochaines semaines et signer concrètement un contrat. Parce que déjà, lorsqu'il y avait eu la disparition de l'équipe BNB Hotel KTM, qui s'était finalement rapprochée déjà d'Arkea, qui est devenu Arkea BNB Hotel. Oui. Mais maintenant, il faut trouver d'autres sponsors. Alors en Bretagne, il y en a toujours eu des sponsors. J'espère que ça continuera. Espérons. L'équipe, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. On se rappelle avec Sosasun, hein, vous y étiez, c'était la même équipe, alors avec d'autres sponsors. Et on voit que les coureurs vont passer juste à côté de nous. Dernier passage, ouais. On voit que ça va moins vite que tout à l'heure. Les organismes sont éprouvés là. Là, honnêtement. Oui. Et c'est un petit peu le dernier moment pour peut-être le peloton de relancer, d'espérer revenir. Avant-dernier passage sur la ligne. La prochaine fois, ce sera la fin. Et le CIC du... Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui était devant et qui a lâché? Il me semble que c'est un concurrent distancé qui tient à terminer. Ouais, non, bah non, ça ne reviendra pas derrière. Le peloton a plus de 20 secondes de retard. Là, actuellement, ouais, un peu plus de 20 secondes ça roule au dernier tour. Pas beaucoup plus vite. On voit les coureurs de devant tout à l'heure penser déjà au final de course, parce que dans la tête d'un coureur, quand on aborde un dernier tour comme ça avec maintenant une quarantaine de secondes, honnêtement on pense vraiment à la victoire et comment on va se détacher. Pour les coureurs les plus rapides, ils vont attendre le sprint. Maintenant un coureur comme Mathis Lebert, je pense, va essayer d'attaquer et essayer de s'imposer seul. Ça va être intéressant. Ouais, beau final, beau bras de fer. On s'apprête à s'amuser dans ces 12 derniers kilomètres, ce dernier tour de la 45e édition de la Polynormande. Si vous nous rejoignez, la course a été vraiment rythmée tout du long. Ah non, on ne s'est pas ennuyé. Je vous avais dit, hein, Cédric, non, ça passe que très vite. Ça passe très vite. Vous m'avez pas menti. 2 heures de retransmission. Et on a eu, on va dire, 3 échappées au tout départ. On va dire l'échappée du kilomètre 0. Oui. D'équipe, on va dire, de seconde zone. Après, qui a été reprise après un tour et demi de circuit, ici, autour de Saint-Martin-de-Landelle. Et puis 6, puis 11 coureurs à l'avant. Les 11 coureurs sont restés une bonne trentaine de kilomètres à l'avant. Et puis
Noah Isidore de la formation Décathlon AG2R. Alors ce n'est pas lui qu'on voit à l'écran, là c'est Nicolas Prodhomme. Mais Noah Isidore s'était échappé, s'était isolé en tête, mais il a chuté seul dans un virage. Ça a un peu perturbé l'échappée Voilà, finalement. et l'échappée qui s'est fait reprendre le tour suivant par le peloton. Un peloton qui était emmené par les équipes Cofidis et CIC Nantes U. Et derrière, eh bien, ça a relancé. Et on a nos 5 coureurs de tête qui sont donc, si vous nous rejoignez, Sandy Dujardin, Lornay, non, je vais dire une bêtise, le Rouennais pour la formation Total Energy. On a également Axel Mario pour le CICU Nantes. On a Nicolas Broyard de Saint-Michel, préférence Home Aubert 93, Mathis Lebert d'Arkea, BNP Hotel et Nicolas Prodhomme, l'Ornay. Voilà, là lui il est Ornay. Alors certains diront de l'Eure-et-Loire, mais il est né à l'Aigle et il était licencié à l'Aigle. On va dire qu'il est Ornay. Quand on l'appelle, on dit est-ce que vous êtes un Normand? Il dit oui, oui, oui. Je fais partie des Normands. Il assume plutôt bien pour le Est-ce qu'il vaut mieux se revendiquer plutôt normand ou centre de la France? Je sais pas. En ce moment, avec tous les Normands qui fonctionnent, qui marchent bien, on parlait tout à l'heure des absents aujourd'hui, Benoît Cosnefroy, Paul Lapéra, champion de France, Guillaume Martin-Guyonnet, Kevin Vauquelin. On a une génération exceptionnelle de coureurs normands. Il faut en profiter parce que je pense qu'on n'a jamais eu, peut-être dans l'histoire du cyclisme, autant de grands coureurs normands c'est vrai. En tête du cyclisme français. Il y en a toujours eu, mais il y en a toujours un ou deux réellement qui émergent. Mais alors, autant de bons coureurs de la même région. Il y en a d'autres, hein. Il y a Mathis Louvel, évidemment, Le Roi. Ils ont pris leur retraite ces dernières années, mais Michael Chérel, François Bidard. Voilà. Et puis on le disait tout à l'heure, il y a aussi le petit Léandre Lozoué qui pousse. Ouais, il va bien. Donc, qui était échappé tout à l'heure dans ce groupe de 11, ce fameux groupe de 11. Et nos 5 coureurs sont 100% français à l'avant. Oui, bon, alors, il n'y a pas beaucoup de Français Belge. quand même. Le franco-belge, justement, le duel franco-belge qu'on parlait tout à l'heure, n'aura pas lieu théoriquement. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure et le dernier Belge à s'être imposé ici, c'est Arnaud Delis. C'était il y a 2 ans. On a eu aussi Baptiste Blancart, Oliver Nessen, Yann Gieslink, encore Andy Capel sur les 20 dernières années. C'est quand même Gilbert aussi. Et Philippe Gilbert un peu avant, c'est vrai. Dans les années 2000, en 2005, très précisément. Toujours à descente ultra rapide. Ils vont aborder la dernière côte de la vallée. Alors, le juge de paix, si je puis dire. Est-ce que quelqu'un de très fort va réussir à s'échapper ou est-ce que on va assister encore une fois à un écrémage par l'arrière? On voit que Axel Mario a pris un peu de retard. Bon, il va revenir, mais est-ce que c'est pour mieux attaquer? Des fois, c'est une petite stratégie justement. On se laisse volontairement décrocher et quand on arrive avec l'élan, on surprend tout ce monde parce qu'il faut impérativement surprendre quand on attaque comme ça. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Il reste derrière et lui, il a tout intérêt à partir devant, que ce soit lui ou Nicolas Broyard. En cas d'arrivée au sprint, je pense honnêtement, ça semble compliqué pour eux. Donc il y a des coureurs, voilà. Autant Sandy Dujardin va plus attendre le sprint puisqu'il sait qu'il a une pointe de vitesse. Nicolas Prodhomme, je pense, au vu de sa forme actuelle, peut tout faire, peut essayer d'attaquer et attendre le sprint à la fois. Pour moi aussi, Mathis Lebert, il faut qu'il ait un petit coup d'avance. Pas forcément à Bosch, mais je le vois bien attaquer. Ah, regardez, on en parlait, Nicolas Prodhomme, il est descendu derrière et le voilà qui attaque à un peu moins de 9 km de l'arrivée. L'Ornay va-t-il réussir à faire la différence? Pour l'instant, il a creusé une dizaine de mètres d'écart. Il est bien sorti. Et oui, Nicolas Broyard tente de faire la jonction, mais lui a déjà donné beaucoup depuis le début. Sandy Dujardin peut-il essayer de revenir? Ou alors il est très bien sorti, Nicolas Prodhomme. La différence est-elle faite? Après, s'il y a une bonne entente des 4 coureurs derrière, ils peuvent prétendre rentrer. Maintenant, là, c'est la partie la plus difficile du circuit et Nicolas Prodhomme qui en remet. Voilà. Il va falloir une très très bonne entente. Hein. Là, c'est difficile. Ouais. Mathis Lebert qui a du mal à passer éventuellement un relais, à moins qu'il compte attaquer. Peut-être c'est du bluff. Derrière. Parce qu'une base de 2, c'est pas si mauvais que ça non plus. Faut le rappeler, être sur le podium. On marque des points potentiellement dans le maintien, mais on voit que c'est dur. Là, les 4, après, Nicolas, il n'est pas très loin, Nicolas Prodhomme. En pleine confiance, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le tout, c'est de gagner une première victoire. Là, il a débloqué le compteur.
Il fait l'année, son année, c'est son année. Et là, pour le moment, il est parti. Il a quoi, 5-6 secondes d'avance. Il se pose plus de questions, tandis que derrière, ça tergiverse un petit peu. On voit Axel Mario qui saute l'Herlé. Et derrière, c'est l'enterrement de première classe. On voit Paul Lapera et Valentin Madoise qui termine à une petite trentaine environ de coureurs. C'est ça. Et puis Paul Lapera, il a mis sa main à l'oreillette. Et on a dû Là, lui il va dire que Nicolas encourager, Proda était devant. Et là, il a dû se son dire, ouais, collègue. c'est bon. Voilà ce qu'il doit dire là. Allez Nicolas, cette année, c'est pour toi. Ils passent leur lait. C'est un peu ça. Hein. Les 2 dernières courses arrivées ici, les championnats de France en juin 2024 et la Poly-Normande il y a un an, c'était lui qui les avait remportés. Et là, ça fonce. Ah oui. On voit bien. C'était, on va dire, le grand favori aujourd'hui, Nicolas Prodhomme, au vu de sa saison. Ouais, mais des fois être favori, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Là, c'était 2 co-leaders avec Paul. Donc Paul, voilà, s'est fait un petit peu enterrer sur la fin. Ça a profité à Nicolas qui vient de sortir assez aisément. On va voir l'écart tout à l'heure. Une formidable course d'équipe, encore une fois, de la Décathlon AG2R à la mondiale, qui a le plus gros collectif sur la majorité des courses nationales. Et tout à l'heure, que ce soit Noah Isidore, que ce soit Paul Lapera, ils ont tous joué leurs cartes. Et finalement, ça profite. On voit Ah, qu'il y a- Nicolas il y a de Prodhomme. la puissance là, Nicolas. On voit qu'en plus, il va être porté par la foule. Tout ce public là en haut de la pigeonnière. Il lui reste 200 mètres avant de basculer à droite. Et là, c'est le dernier gros effort de la journée. Si la moto est derrière, c'est qu'il a quand même C'est pas bon mal signe d'avance. pour lui, c'est bon signe pour lui, ouais. Théoriquement, Et le voici, il va passer dans le bourg et bifurquer sur la droite, dans le bourg de Saint-Martin-de-Landelle, juste à côté de l'église. et là c'est parti. Hop. Grand bout droit, La faut pas boulangerie descendant. devant lui. Et après, c'est parti. Il va même peut-être pouvoir profiter de ce qui pourrait être sa 5e victoire de la saison. Déjà. C'est beaucoup, hein. Alors l'année dernière, Benoît Cosnefroy en avait eu 7, me semble-t-il. Paul Lapera 4. Et cette fois-ci, l'Aiglon. On n'a pas les écarts, mais là, théoriquement, comme tu disais, si la moto est juste derrière, c'est que c'est bon signe pour Nicolas. Il doit avoir au moins 10 voire 15 secondes d'avance sur les 4 poursuivants. Et ça lâche pas derrière, on voit bien Mathis Lebert a pu serler, Sandy Dujardin pareil. Mais ça Et va toujours se- notre Nicolas Brouillard qui est devant depuis de nombreux kilomètres. Il mériterait un Il podium. fait Hein. une course exceptionnelle. Il n'y a pas de prix de la combativité, dommage. Il l'aurait obtenu sans problème. C'est vrai. « 15 secondes dorénavant avant de replonger dans la petite route qui vont les amener à l'arrivée, 5 km seulement. Et le peloton, c'est vrai qu'on n'en parle plus, mais il est porté à plus d'1 minute. Nicolas qui est en pleine gestion actuellement. Et là, il se fie, je pense, à son capteur de puissance. Alors, soit on donne tout, on regarde plus rien, mais généralement, maintenant, les coureurs regardent vraiment leur zone de puissance, connaissent leurs efforts. Voilà, s'il sait qu'il a un effort d'environ 15 minutes à tout donner, il connaît ses efforts, comme on contrôle la montre. Vous en aviez il y a une dizaine d'années des capteurs de puissance déjà? Alors oui, il y avait, ça fait un petit moment que ça existe, c'était le SRM à l'époque. On a eu les roues aussi, la puissance qui était collectée dans la roue arrière aussi, le power tape ça s'appelait. Moi j'ai connu ça, c'était pas très précis, que maintenant voilà, c'est pédalier ou pédale et c'est ultra précis. Alors les pédales, l'avantage c'est qu'on sait la puissance délivrée dans la pédale droite ou gauche, on voit s'il y a un déficit dans une jambe, voilà, qu'on peut corriger, mais sinon c'est généralement dans le pédalier, c'est le plus précis. Et maintenant les coureurs fonctionnent beaucoup comme ça. Pour l'entraînement et aussi en course, hein, on voit bien, on voyait Christopher Froome par exemple pendant le tour gérer que Oui. la puissance par exemple, Il regardait que son uniquement son le guidon. compteur. Et puis un jour il s'est pris une moto Exactement. dans le Ventoux. Et il courait à Bon. pied dans le Ventoux, hein, Voilà, c'est ça. avec son maillot jaune. Mais est-ce que justement, voilà, on parlait, alors moins cette saison, mais on a parlé beaucoup des chutes ces dernières années. Fort heureusement, il y en a un petit peu moins cette année. En tout cas, de grosses chutes avec de gros blessés. Oui. Et c'est vrai que le fait de pouvoir freiner maintenant désormais un peu plus au dernier moment avec les freins à disque, le fait d'avoir le capteur de puissance, de regarder. On est un peu plus distrait, ouais, c'est vrai. Voilà. Et on se sent plus en sécurité avec du disque, forcément, on freine beaucoup mieux que le patin.
Mais pour le coup, les coureurs sont de plus en plus rapprochés, freinent vraiment au dernier moment. Et par contre, voilà, quand ça tombe, c'est domino. Généralement, effet domino. Et là, il y a beaucoup de dégâts. D'autant plus que le disque est ultra tranchant. Donc voilà, il y a eu un petit peu polémique. Ils les avaient retirés, remis de nouveau. Et ces derniers temps, on voit un peu moins de chutes cette année, effectivement, sur les courses. Allez, moins de 4 km de l'arrivée désormais de cette 45e polynormande, la 15e manche de cette Coupe de France FDJ 2025. Et Nicolas Prodhomme qui semble désormais bien parti pour aller décrocher la timbale. Il ne lui reste plus beaucoup de route à avaler. Et derrière lui, eh bien on est à 15 secondes. On va se jouer le podium à 4. Est-ce qu'un coureur est capable de partir seul pour aller chercher ce Ils ont podium? l'air de vraiment bien collaborer. Ne lâche rien. Mais un coureur seul en tête, voilà, à l'arrivée, quand ils sont 2 ou plus, on peut avoir l'espoir qu'ils se regardent et revenir. Mais là aujourd'hui, Nicolas, je pense que toutes les planètes sont alignées pour qu'il aille s'imposer. Voilà, on va laisser quand même le suspense, mais 14 secondes honnêtement à 3 km. D'autant plus là, c'est profil descendant jusqu'à 2 km. Les petites routes qui lui sont favorables, il est abrité. Ensuite, il va replonger sur la grande route à gauche. Et là, c'est un faux plat de 2 km qui va l'amener jusqu'à l'arrivée. Et là, dans ces moments-là, on est porté par la foule. Et là, je pense qu'il marche au frisson, à l'envie, à l'adrénaline, à tout ce qu'on veut. Mais on voit Nicolas, il donne tout. Et puis c'est le meilleur grimpeur de cette échappée aussi, Nicolas Prodhomme. Il faut aussi le noter. Donc dans la dernière bosse, il souffrira moins que les autres. Oui aussi, effectivement, ouais. Mais on voit bien, de toute façon, un coureur qui est en forme, comme c'est le cas pour Nicolas aujourd'hui, il roule, il fait tout. Là, je veux dire, il est parti en mode contre la montre. Il y a juste ce virage-là qu'il faudra faire hyper attention. Son collègue tout à l'heure, Noah Isidore, était tombé. Je pense qu'il va être ultra prudent. On doit lui dire les écarts dans l'oreillette. Oui, 14 secondes, mais 2 là, kilomètres. honnêtement, À moins d'un problème mécanique, il regarde on va derrière. pas lui souhaiter. Mais Il y a peut-être C'est 14 pas loin. secondes quand même. Hein. Quoique, si on repasse devant, est-ce qu'on va encore avoir un nouveau retournement de situation? On en a eu beaucoup. c'est bon, il est Depuis passé. le début de la, depuis le C'était début de la l'appréhension. course. Et on le rappelle, hein, la Polynormande que vous pouvez suivre pour la première fois sur France.tv et sur France 3 Normandie en direct. En principe, ce sera encore le cas l'an prochain. Peut-être, on l'espère, Paris-Camembert également, hein, qui est sorti du calendrier Coupe de France cette année parce qu'aujourd'hui, il faut absolument financer une retransmission pour les courses. Et Paris-Camembert n'avait malheureusement pas réussi à trouver les finances nécessaires pour se payer cela. Et on fait appel d'ailleurs aux sponsors. Il faut savoir que, on va dire, une retransmission comme celle qu'on fait aujourd'hui sur Internet, qui peut quand même être suivie sur les plateformes aussi comme France.tv, c'est entre 15 et 20 000 euros. Alors après, si on veut être retransmis à la télé, c'est 40 000 euros quasiment, pour avoir l'hélicoptère en plus et permettre de suivre la course dans des conditions encore plus belles. Mais cela dit, on peut très bien le suivre comme ça. On a vécu une très belle course avec les motos qui étaient avec nous. Et justement, on va les saluer, les caméramans et les motards. En l'occurrence, Anthony et Guillaume, les cadreurs, et Willy et Laurent, les motards, les équipes de Régis Réveillé à la réalisation de cette retransmission qui va bientôt prendre fin. On se précipite aux abords de la ligne d'arrivée. Il y a pour toujours pouvoir, autant de monde sur cette ligne d'arrivée d'ailleurs. C'est encourager. très surprenant avec Daniel Manjas aux commandes aussi, le retour de Daniel. Il faut en parler. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il faut quand même qu'on en dise un petit mot. Daniel qui a été victime d'un AVC il y a quelques mois et avec aphasie, donc il ne pouvait plus parler. Et pour lui, quand même, sa voix, c'est sa vie. Le cyclisme, c'est sa vie. Et c'est aussi ce qui l'a fait revenir plus vite. Il s'était donné 6 mois pour revenir. Et, un retour à domicile d'autant plus. Voilà. J'imagine Il s'était dit je veux revenir à la Polynormande, alors que derrière, voilà, on s'est enterré avec les 4 poursuivants qui vont jouer la seconde place. On voit Nicolas qui se retourne plus maintenant, il file. Il a un peu plus de 15 secondes d'avance. Là, on n'a plus les Sous écarts, la flamme rouge. Mais oui. Et il va pas tarder à arriver, à débouler. Vous allez entendre les vivas de la foule parce qu'ici on encourage tout le monde et en plus c'est un Normand. Alors c'est pas un manchois comme l'année dernière, c'est pas un presque manchois comme Valentin Madouas pouvait l'être en 2021. Mais c'est un Normand,
C'est un Ornais qui va s'imposer aujourd'hui. Incroyable le numéro qu'il a pu réaliser parce qu'il était présent dans une première échappée. Aussitôt repris, il ressort et là il retrouve les ressources nécessaires pour aller s'imposer tout seul. Et là je pense qu'il a écœuré ses poursuivants qui se regardent, qui jouent une seconde place. Et là on voit bien il est porté par la foule, Nicolas. Forcément il y a toute sa famille, ses supporters, ses amis j'imagine. Elles sont belles ces images hein, avec derrière les 4 coureurs qui ne peuvent plus jouer la gagne. Ils ne seront pas sur la photo ce soir. Et non, mais ils seront sur la photo du podium, Exactement. sans doute. En tout cas, 2 d'entre eux, ce qui va nous occasionner un beau sprint à l'arrivée. Le voilà, Nicolas Prodhomme qui va s'imposer. On voit toute l'émotion du coureur. La 45e édition, de la Polynormande pour Nicolas Prodhomme. Sa 5e victoire de la saison après le Tour des Alpes. Une étape au Tour d'Italie, la route d'Occitanie, une étape et le classement général final, le Tour de l'Ain. Et le voici. Nicolas Broyard qui lance pour la place de 2, qui lance de très loin. Nicolas Broyard, il mériterait d'être sur le podium. Il a attaqué tout au long de la journée. Le coureur de l'équipe Saint-Michel Préférenceau, mais il va se faire doubler par un autre Normand, Sandy Dujardin qui va terminer 2e et derrière la Axel 3e Mario place. Qui s'empare la 3e place. Axel Mario et Nicolas Mathis Broyard qui n'a pas pu. À la 5e place pour Mathis Lebert d'Arkea. Une petite déception pour Arkea, hein, qui avait quand même tout à l'heure Ils ont 3 été, coureurs à l'avant. Énormément présents à l'avant et c'est vrai qu'ils ne vont pas se satisfaire de la 5e place. Mais voilà, en tout cas ils étaient encore présents à l'avant. Et là maintenant il y a les points de la Coupe de France et les points UCI à aller chercher avec ce sprint du mini peloton qui va arriver, une trentaine de coureurs pour se jouer les accessites. Et il y a dans ce peloton du beau monde. On le rappelle, le vainqueur de l'an dernier, Paul Lapera. Il y a aussi votre frère, Anthony Delaplace. Et il y a Valentin Madouas également. C'est pas Anthony qui va aller s'imposer sur le sprint peloton, mais Ah bon je pense pas. Je mets pas un centime. On voit que c'est lancé très loin. Par Arkea. En même temps, ils sont nombreux les Arkea dans ce sprint. Et les Total Energy aussi également en surnombre. C'est Kern Pharma sur la droite, l'équipe espagnole qui arrive pour l'instant en tête à 150 mètres de l'arrivée. Et c'est Paul Lapera. Eh oui. On voit bien toute la fraîcheur du coureur d'Agi2R. Ah, est-ce qu'il va arriver? Il se fait peut-être coiffer par Émilien Janière, justement. Émilien Janière qui remarque de nombreux points pour la Coupe de France. Oui, alors il va pas... Fallait qu'il s'impose pour reprendre la tête de la Coupe de France. Exactement. Mais une 6e place aujourd'hui va le repositionner correctement. Et voilà le vainqueur, Nicolas Prodhomme sous la chaleur manchoise qui s'est imposé. Ici, lui l'Ornais, natif de l'Aigle, remporte sa 5e victoire de la saison. C'est le Normand le plus prolifique de la saison. Il a plus gagné que Kevin Vauquelin. Oui, c'est bon. vrai. Est-ce que la 7e place au Tour de France de Kevin Vauquelin et la 2e place sur la Flèche Wallonne ne valent pas aussi de ce genre de victoire? Quoi qu'il en soit, ce sont les 2 coureurs normands qui ont fait vraiment très forte impression cette saison. Et c'est bien de pouvoir remporter une course en Normandie pour lui. L'Ornais, Nicolas Prodhomme, à 28 ans. C'est l'année pas forcément de sa révélation, mais de sa confirmation. Là, il a fait le plein de confiance. Dès le début d'année, qui s'est imposé. On voit bien les pleins qui l'arrêtent. Et on revoit sa victoire. Voilà, seul, il a eu largement le temps d'en profiter. Il s'est permis, il s'est offert la possibilité de se relever, de lever un bras, 2 bras, 3 bras. Avec la petite célébration, montrer 6 victoires, rien que ça. Et oui, 6. 6 puisque les classements généraux font que... Et voilà, Nicolas Prodhomme, qu'on entendra dans quelques instants. Et Cédric, je vous laisse justement vous rendre à l'attente d'interview pour rejoindre Nicolas Prodhomme. On le voit doublé normand sur la Polynormande cette saison. Nicolas Prodhomme devant Sandy Dujardin, avec donc une trentaine de secondes de retard pour Sandy Dujardin. Et puis Nicolas Mario qui vient compléter le podium. Un beau podium pour le coureur de la formation CIC Nantes U.
dans une course qui aura été animée notamment par cette formation. Décathlon AG2R, la mondiale, et à gauche Paul Lapera avec le numéro 1 dans le dos, celui qui s'était imposé l'an dernier par 2 fois sur cette ligne d'arrivée, que ce soit lors des championnats de France ou lors de la Poly-Normande. Et on le voit ici à côté de Geoffrey Bouchard, qui a parfaitement joué son rôle d'équipier aujourd'hui. On peut aussi mentionner Noah Isidore, le jeune coureur de cette formation Décathlon AG2R la mondiale, qui s'était un temps isolé en tête de la course et qui derrière malheureusement a chuté. Alors que juste à côté de nous, Valentin Madoise, vous ne pouvez pas le voir, il est à côté du camion commentateur, est en train de débriefer la course avec sa famille. C'est vrai qu'il a rapidement été esselé, l'ancien vainqueur. On voit le classement de la Coupe de France avec le beau rapproché d'Emilien Janière qui, en venant faire le top 10 de cette Poly-Normande, remonte à la 3e place du classement général et se relance. Lui qui était le seul membre du top 10 à être présent sur cette Poly-Normande, il a bien fait. Alors qu'il reste encore 3 courses à disputer cette saison. Le voici juste derrière Guillaume Martin-Guyonnet et Clément Venturini. Et il semblerait que cette saison soit promise à l'un des coureurs les plus réguliers, parce que Emilien Janière n'a pas gagné de course de la Coupe de France pour l'instant, mais a été placé comme sa belle 3e place au Tour du Finistère par exemple, et sa belle 3e place à la Route Adélie également. Idem pour le leader du classement général, Clément Venturini, qui a terminé 4e à la Route Adélie, 4e à la Route Tourangelle, qui a aussi pris des accessites sur les autres courses. Et le voilà qui se relance, Emilien Janière, alors qu'il reste encore à disputer le Grand Prix de Fourmies le 14 septembre, puis le Grand Prix d'Isberg le 21, avec une dernière épreuve au Tour de Vendée le 11 octobre. La saison n'est pas terminée. L'an dernier, on avait appris assez tôt que Benoît Cosnefroy allait remporter la Coupe de France. Blessé, il n'avait même pas participé aux dernières épreuves. Et il s'était quand même imposé quasiment à égalité avec son coéquipier Paul Lapera. Et on entend à travers le micro la voix de Daniel Manjas, qui était présent, le commentateur 6 mois après son AVC, qui est revenu sur les courses. On l'avait entendu un petit peu au Critérium de Lisieux. Là, il a repris sa place et ça s'est très bien passé pour lui. Il était aux côtés de Damien Martin et de son frère Hervé Manjas. Et donc tout s'est très bien passé. On espère qu'il puisse continuer encore de très nombreuses années à animer ses courses sur les podiums. Et voilà, 6 comme 6 victoires pour Nicolas Prodhomme, l'Ornais. Tour des Alpes, Tour d'Italie, Route d'Occitanie, Tour de l'Ain. Et donc, Poly-Normande, voilà pour des victoires d'étape et évidemment des victoires pour lui sur les classements généraux. 2e du Tour de l'Ain, 1er de la Route d'Occitanie pour lui. Il ne va pas tarder à arriver au micro de Cédric Delaplace, juste derrière le podium d'arrivée. Et on le rappelle, sur ces Coupes de France, il y avait un coup à jouer aujourd'hui pour Emilien Janière, parce que beaucoup de coureurs bien classés avaient fait l'impasse. Et il a réussi à en profiter, même si il n'a pas pu jouer la gagne parmi les premiers, laissant son coéquipier Sandy Dujardin briller et terminer 2e. Belle place pour lui, la plus belle pour lui cette saison à Sandy Dujardin, qui avait jusqu'alors remporté une étape du Tour du Rwanda en 2022. Et cette saison, sa meilleure place, c'était 4e aux Boucles de l'Aune, à Châteaulin. Lui qui prendra ensuite le départ de la Mur Classique Gerardsbergen le 27 août prochain. Quant à Nicolas Prodhomme, lui, il ira participer
au Tour du Limousin. Dans quelques jours, puisque ça commence dans 2 jours, le Tour du Limousin. Avant d'enchaîner avec la Bretagne classique Ouest France à la fin du mois, le 31 août. Donc un seul grand tour pour lui cette saison, pas de Vuelta pour Nicolas Prodhomme qui a réussi à faire ses bons résultats sur le Tour d'Italie en s'imposant sur le Giro. Sur le Giro, le Tour d'Italie lors de l'antépénultième étape. Couru entre Biella et Champoluc. Au terme de 166 km, eh bien c'est lui qui s'était imposé devant Isaac Del Toro et devant Richard Carapaz ou encore Damiano Caruso, Brandon McNulty, Egan Bernal, Simon Yates. Vous voyez, c'est pas les derniers arrivés. Et il avait réussi à terminer une bonne minute devant ses coureurs qui jouaient le classement général. Isaac Del Toro qui était en rose, mais c'est finalement Simon Yates qui avait remporté le Tour d'Italie. Voilà, Nicolas Prodhomme qui a fait la différence à 9 km de l'arrivée en s'extirpant du groupe des 5 de tête. On le voit dans le fond là de l'écran, qui n'a pu réussir à revenir sur les 10 derniers kilomètres. Une bonne quinzaine de secondes d'écart pendant de très nombreux kilomètres avant que finalement il y en ait 30, 31 même pour être très précis à l'arrivée, puisque les coureurs se sont regardés pour se jouer le podium, un podium Ensuite, on aura place à l'orchestre Déclic, voilà, qui va nous ambiancer également avec de où a pu monter Sandy Dujardin et puis Axel Mario juste derrière, alors que des coureurs continuent d'en terminer sur cette course. On revoit le classement de l'étape et Emilien Janière qui est venu chercher une belle 6e place, hein, qui lui donne assez de points pour remonter à la 3e place du classement général. On voit Paul Lapera aussi qui est dans le top 10, lui le vainqueur l'an dernier. Et puis il y a 3 Italiens aussi à noter dans ce top 10 avec Luca Mozzato de la formation Arkea. Et Cédric Delaplace est avec le vainqueur du jour, Nicolas Prodhomme. Un petit mot Nicolas, toutes mes félicitations déjà pour cette victoire. J'imagine que ça a une saveur particulière à domicile, d'autant plus la course que vous avez fait. Racontez-nous un petit peu cette course. C'est vrai que la Polynormande, on commence à connaître qu'il faut mieux avoir un coup d'avance. C'est vrai qu'on a été un peu surpris au départ que ça attaque pas plus que ça, mais on a su relancer à notre avantage et Paul Lapera a gagné a levé les bras 2 fois l'an passé sur cette ligne d'arrivée, donc il a bien anticipé et c'est rentré, ça a beaucoup joué. C'est ressorti de nouveau et vous étiez encore présent. Ouais, c'était une course où il y avait beaucoup d'attaques et beaucoup d'actions et c'était à notre avantage et je suis content de concrétiser le boulot de l'équipe. D'autant plus dans le final, on entendait devant la famille, les amis, j'imagine, ça a une saveur particulière. Ouais, c'est vrai que mes parents, je suis né à 2h30 d'ici quand même, à côté de Verneuil-sur-Avre. Ça fait un petit peu de route, mais c'est la course quasi la plus proche, après Paris-Camembert. Et du coup, tout le monde a fait le déplacement et ça fait vraiment plaisir de lever les bras ici. Une 6e fois, c'est ça pour le... C'est ça, oui, 6e victoire. Après le général, j'ai pas levé les bras, mais oui, c'est la 5e fois. C'est une saison particulière, quoi, pour toi. Ouais, c'est sûr que c'est la saison rêvée et je suis vraiment content de ça. Toutes mes félicitations, récupère bien. Merci beaucoup à Cédric Delaplace qui a interviewé le vainqueur du jour. 5e victoire de la saison pour Nicolas Prodhomme, le Normand qui s'impose ici à la Polynormande. Merci à tous de nous avoir suivis sur France TV, sur France 3 Normandie. Merci aux équipes de Régis Réveillé qui a réalisé cette retransmission. Merci à Cédric Delaplace à mes côtés pour commenter cette course qui a été pleine de suspense, quasiment de bout en bout, pleine de rebondissements. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À très bientôt pour de nouveaux événements sportifs sur France.tv et sur France 3 Normandie. Très bonne soirée à tous. Bye bye. Il a gagné, tu gagnes avec une bonne vingtaine de secondes d'avance. Ouais, premier tour, j'y croyais pas, mais... T'attendais qu'il y ait du renfort.
Bah ouais, et puis je m'économisais un peu au début parce que je pensais que ça allait rentrer, mais à la moitié quand j'ai vu que j'avais une 30. Je me suis demandé, après que je t'ai interviewé là-bas tout à l'heure, comment tu faisais.